Bonjour Christian. Bonjour Michel. Et on dit sévère en plus, hein. Il ne faut pas se tromper sur la phonétique. Christian Sévère. On dit, si tu voulais être même puriste, cher Michel, ça serait sévère. Mais Sévère. déjà, sévère, c'est bien. Alors j'ai une bonne nouvelle pour commencer quand même. Oui, En dehors du grand plaisir de te voir, merci. nous fêtons aujourd'hui nos 25 ans d'amitié. Olé, champagne. Est-ce que tu te Sympa. rappelles de la première fois où on s'est rencontrés? Parce que moi je me rappelle. Hein. En toute honnêteté, mon cher Michel, vois, mais je suis ravi que tu puisses me le rappeler. Mais parce que c'est ça les stars. Les stars connaissent Non, plus non, de monde que… du tout. Tu Donc, sais bien que je ne suis pas une. bon, alors, eh bien, je vais te le dire parce que c'est… Voilà, pour moi c'est important. Nous nous sommes connus pour la première fois en 1995 à gauche du départ du 1 de Cannes-Mougins sur le petit espace d'approche. D'accord. Et tu faisais des bunkers. Tu sais, à gauche du départ du 1 de Oui, Cannes-Mougins, il y a un endroit pour faire des approches. oui, Et puis c'était je m'entraînais. Et tu sais, c'est à l'époque où on arrivait avec nos sacs de balata. Tu sais, nos petits sacs portables de balata. Et donc, on posait nos balles. Et moi, je faisais des approches et je me suis tourné vers la droite. Je m'en rappelle encore. Il faisait beau, il faisait soleil, c'était magnifique. Comme quoi, tu vois, dans les émotions, on retient tout. Et je vois quelqu'un qui arrive, dynamique, et qui fait des sorties de bunker parfaites. Et puis, je te regardais et je me suis dit, lui, il est bon. Hein. Oh là là. Et puis, tu es venu avec un grand sourire vers moi, comme à ton habitude. Toujours, voilà. Et je t'ai dit, vous êtes pro? Et tu m'as dit, oui, oui, je suis pro. Et c'était l'époque où tu voyageais beaucoup avec les États-Unis. Et tu avais déjà bien eu tes titres, évidemment, de champion de France, évidemment. Et tu m'as dit, tu étais adorable, tu étais vraiment très accessible, très sympa. Et je me rappellerai toujours. Et tu m'avais même raconté l'anecdote que tu avais fait une partie avec Greg Norman. Tu avais fait 9 trous avec lui. Ouais, exact, c'est vrai. Donc, tu vois, ça fait 25 ans que je te connais. Ben, c'est super. Et puis, de toute façon, je suis ravi d'abord, je voudrais te féliciter, ravi de cette amitié. Et puis, féliciter surtout aussi, je pense qu'on est plein à être tout à fait d'accord pour tes initiatives de promotion du golf, de notre passion commune. Et entre autres, déjà avec ta série Birdie. Et puis, récemment, dans cette période difficile pour tout le monde de confinement, avec cette émission Fréquence Golf, c'est génial. Bravo, Michel. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et quelques années plus tard, ce qui est encore plus surréaliste, c'est que je commentais à Canal+ ta victoire à l'European Open en 2009. Ah ouais, l'European Open ou le Spanish Open? European Open 2009. Et D'accord. le Spanish Open, c'est 2004. Là, j'étais pas à Canal+. Bon, tu as pu effectivement assister. Je suis ravi parce que connaissant ton enthousiasme, tu as dû bien savoir traduire auprès des auditeurs Exactement. toute la satisfaction, le bonheur total, l'enthousiasme de cette victoire. Et c'est vrai que merci de m'en rappeler le souvenir parce que voilà, c'est mon majeur à moi. C'est Oui. la victoire de ma carrière. Et donc, en fait, pour finir avec ça, parce qu'après on va passer à tes questions, eh bien, en fait, tu es le premier professionnel que j'ai connu dans ma vie. Il y avait aussi Nicolas Kalogin qui était à l'époque pro. Il y avait à l'époque Quentin Dapson et Richard Sorel était sur le practice avec Michel Damiano. Voilà. Ouais, super, je me rappelle. C'est mes débuts effectivement en France. C'est comme tu le citais si bien, j'ai eu la chance moi de faire mon cursus lycéen à Pebble Beach, puis universitaire à Stanford. Donc c'est vrai que à l'époque j'avais, toujours d'ailleurs, mes parents qui habitent Cannes, et donc c'était l'occasion assez régulière de passer par là, de revenir à mes sources familiales en France. Et c'est voilà, c'est des bons moments, ces débuts. Effectivement, moi, j'ai découvert aussi ce monde pro, déjà en tant qu'amateur, parce que grâce à la Fédération française, j'ai eu l'opportunité de disputer quelques tournois professionnels et effectivement de rencontrer tous les acteurs de l'élite française de l'époque,
que je salue tous. Voilà, et pour pas faire de discrimination, il y avait également un troisième pro qui s'appelait Patrick Lemaire. Voilà, c'était à Cannes-Mougins, et c'était des très belles années, et c'est avec qui j'ai pris une leçon, avec qui j'ai pris une leçon en junior, je me rappelle. Voilà, mais en tout cas, c'était une bonne école de formation, et tu étais toujours extrêmement positif, joyeux. Alors, je vais maintenant passer sur la première question, parce que c'est important aussi, parce que tu voyageais beaucoup aux États-Unis, et j'avais le ressenti qu'à cette époque-là, quand je parlais plus à quelqu'un avec une mentalité américaine qu'une mentalité française à cette époque. Je sentais beaucoup de positivisme en toi, beaucoup de... tu étais déjà aussi très, 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 très professionnel dans ta manière de t'entraîner, très, très, très pro. Quelle influence ça a eu pour toi les États-Unis? Ben, c'est eu l'influence, surtout comme j'aime bien dire, vous savez, j'ai eu une enfance très malheureuse. Né en Nouvelle-Calédonie, passage à Tahiti où je me suis réellement, mes tout premiers swings c'était en Nouvelle-Calédonie, avec le tout premier golf créé là-bas, de Dimbéa, mais réellement c'est sous l'emprise et du charisme et de cette formidable pédagogie simple et engouement pour le golf et sa passion qui était Exaltopou, mon mentor qui, je te dis, en à peine avec, je dirais, une petite dizaine de juniors, il y en a au moins 7 ou 8 qui sont partis, à qui il a transmis la vocation et qui sont partis dans le golf professionnel, pas forcément de jeux de haut niveau de tournoi, tu vois, dans différentes fonctions, voilà, donc comme un très bon ami, Philippe Paranga, qui est directeur technique régional en Aquitaine, et Eric Tardif, qui est maintenant professeur à la Baule. Tout ça, nous sommes tous des disciples de ce formidable mentor. Après, bien sûr, alors, quand je suis arrivé aux États-Unis, parce que Exalt avait expliqué à mon père que j'avais quelques dispositions et que, à moitié distance de Tahiti, il y avait la Californie. Parce qu'à l'époque, il y avait un tout premier sport-études à Saint-Jean-de-Luz qui se créait. D'ailleurs, mon ami Eric Tardif y avait été. Mais voilà, c'était le double de la distance, l'éloignement, ainsi de suite. Beaucoup plus facile pour mes parents de faire le voyage pour la Californie. Bon, bref. Donc, j'ai eu la formidable opportunité d'aller au lycée de Pebble Beach. Je pense que la plupart des gens ont entendu parler de Pebble Beach. J'ai joué le parcours de Spyglass Hill, qui a été très formateur pour moi, pour mon jeu, parce que c'était un des parcours les plus difficiles de ceux qui existent dans Pebble Beach même. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un des meilleurs professeurs de la région à l'époque, Ben Doyle, avec la fameuse pédagogie technique méthode Golf Machine, qui a eu évidemment beaucoup de bienfaits pour ma formation technique golfique, mais attention aussi des inconvénients que j'ai dû ensuite, par la suite de ma carrière, résorber avec l'aide notamment de François Berthet, à l'époque entraîneur national en France, et toute l'aide que j'ai pu recevoir de la fédération aussi, qui pour moi correspondait à une période d'été. À partir du moment où j'étais champion de France junior à 16 ans, à l'époque c'était DTN, c'était je ne sais plus exactement, mais soit Hervé Fressineau ou Jean-Étienne Lafitte, j'ai pu voilà, bénéficier, je tiens à le mentionner parce que autant j'ai bénéficié de tous des atouts formateurs, d'expériences américaines, autant je dois aussi beaucoup à cette chance que j'ai eue, certes, de performer et donc d'être sélectionné dans les équipes de France diverses, juniors et amateurs, mais j'ai aussi voilà, profité aussi des relations avec Jean-Étienne Lafitte, François Berthet, avec Fressineau de l'époque et ainsi de suite, François Ilouz qui était mon capitaine d'équipe de France, enfin, bref, plein d'autres personnes, Philippe Ploujou, Sven Boinet, dans ces années-là. Et notamment, entre autres, peut-être j'y reviendrai, mais c'est non pas grâce aux États-Unis, mais grâce à la Fédération française, qu'à un moment donné, j'ai aussi eu l'apport et de la compétence de David Ledbetter, qui à un moment donné m'a fait évoluer aussi vis-à-vis de ce que je mentionnais à l'instant, l'inconvénient de 2-3 petites choses de la golf machine méthode, voilà, ainsi de suite. Donc, mais les États-Unis, j'ai compris le sens de ta question, je voudrais dire une chose. Il me semble, à titre personnel, qu'on se fait trop
d'ici du point de vue français, parce que tu n'es pas le seul à avoir mentionné cela. Et moi qui ai vécu effectivement à l'époque 8 ans aux États-Unis, j'ai envie de dire que le positivisme, l'état d'esprit est avant tout, à mon sens, beaucoup plus, qui tient plus de la personnalité de chacun, que je pense que c'est, tu vois, exagéré. Je pense qu'en France, on a tendance à dire c'est mieux ailleurs, tu vois. Et j'entends bien que, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris, notamment par exemple à travers mon coach américain Wally Godwin à Stanford, qui a plus tard recruté Tiger Woods, et qui a eu dans Tiger Woods 2 ans, c'est vrai que c'est très pragmatique. C'est-à-dire que ces formateurs, je dirais presque, on parle de positivisme, mais c'est aussi à la dure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Stanford, au point de vue palmarès et niveau golfique, voilà, j'étais numéro 2 assez vite, rapidement, passé numéro 1 sur 6 joueurs, tu vois. Ben, néanmoins, aucun passe-droit. J'ai dû me qualifier, parce que c'était le processus, pour avoir le droit de partir en voyage et d'aller disputer les tournois universitaires aux frais de la princesse du département golfique et athlétique de Stanford. Il fallait se qualifier parmi une douzaine de joueurs. Voilà. Et donc, ben moi, j'ai fait mes qualifications. Et d'ailleurs, je me rappelle, la seule fois, parce que ça m'est arrivé, où je ne me suis pas qualifié, où j'ai terminé 7e, 8e, ou j'en sais rien, où, ben, je te dis, je me souviens encore de la douleur émotionnelle que ça m'a procuré. Tu vois, et presque d'une certaine vexation personnelle. Mais comment? Mais ce n'est pas possible, mais je vais pas partir du voyage. Et là, tu apprends les exigences du haut niveau. Tu vois, et peut-être, voilà, du coup, ça t'oblige à prendre de cette expérience-là la leçon, comment mieux me préparer, comment éviter effectivement que ça puisse tu vois, merde, se revivre. Absolument, absolument, absolument. Alors voilà, bon, je dis, j'étais peut-être parti un peu en c'est bien que tu l'aies précisé. Après, il n'est pas question de comparer non plus les différents pays, puisqu'on a tous des avantages chez les uns et chez les autres. Le but, c'était pas ça, mais comprends-moi qu'à l'époque, dans mes débuts, quand je voyais quelqu'un qui arrivait avec beaucoup de joie, alors que ça contrastait quand même pas mal. Et tu voyageais beaucoup et tu étais très généreux, très enthousiaste, mais comme tu le dis, ça vient des personnes. Néanmoins, on reconnaîtra quand même que souvent, tout ce qui est positif, enthousiasme, c'est quand même, d'une manière générale, plus US que chez nous. Mais nous, on a d'autres qualités. Voilà. Alors, en tout cas, c'était mes constatations de l'époque. Je vais faire un grand pas en avant. Et je vais aller, parce que tu as tellement de records et tellement de spécialités que j'ai des notes de partout. Donc, je voudrais pas en oublier, parce que l'ADN de Christian Sauvert, c'est bien sûr évidemment le petit jeu. C'est une spécialisation que tu as eue parce que tu es comme ça. Tu as de nombreux records de putting, d'innombrables top 10, top 20. Tu as, au niveau des statistiques, je crois que c'est 2004-2005, tu étais numéro 1 sur le tour au niveau du putting, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Évidemment, de nombreux tournois, comme je l'ai dit, mais ce qui va intéresser ce soir nos amis, c'est surtout les Open du Tour européen qui ont été gagnés. Alors, on mettra ton site internet, voilà, on va l'afficher comme ça. Ils pourront aller consulter tous les détails de ta carrière. Néanmoins, ce soir, je souhaiterais qu'on discute de ta victoire sur l'Open d'Espagne en 2004 et l'European Open en 2009. Alors, Christian, comment on gagne un tournoi sur le Tour européen? Ah bah, tu sais, il n'y a pas de potion magique, ni de solution ni unilatérale. T'imagines bien que ça peut se faire de 10 000 façons. Mais puisque tu touchais du sujet du petit jeu, c'est évident que tout champion, à un moment donné d'une semaine tel Open sur le circuit européen, c'est que tout était en place, on le sait, et que, évidemment, certainement, il a été en pleine réussite sur le plan du petit jeu et du putting cette semaine-là. Donc, évidemment que quand j'ai pu gagner, pour ma part, puisque mes points faibles dans l'ensemble, ça a toujours été le driving, non seulement pour ce qui est aussi connu de moi, c'est-à-dire un joueur pas long, hein, j'ai toujours fait partie des 10 plus courts du circuit professionnel.
clairement, d'où peut-être, voilà, certainement le plaisir que j'ai eu d'avoir l'admiration de certains pour ma compétitivité quand même, c'est en rattrapant ce déficit par peut-être effectivement une efficacité supérieure à la norme dans le scoring game, c'est-à-dire 100 mètres et moins. Je me rappelle, parce qu'il y a des choses, tu dis, dans l'émotionnel qui nous reviennent dans les cellules de mémoire. Quand j'avais entamé ma collaboration avec François Berthet, en fait, c'est-à-dire qu'il était à cette époque-là le coach national de l'équipe de France, et donc moi, à la suite de ma graduation en psychologie de Stanford, j'ai fait une année de Bâtillon-de-Joinville, le service militaire encore à l'époque, Pour le haut c'était niveau. mais évidemment que je l'ai fait, merci la fédération encore, dans d'excellentes conditions, où j'ai pu tout à fait continuer l'entraînement de haut niveau, et même les compétitions, les voyages, ainsi de suite. Et donc, je travaillais avec François, et il me disait clairement, allez, on fait un peu l'état des lieux. Là, c'était, oui, je voulais dire, j'étais au-delà sur les premières années de circuit européen, il était encore mon coach. Et donc, l'état des lieux qu'il avait lui-même pu constater, des Christian, faire 7 à moins jusqu'au putting, tu fais partie des meilleurs. Hein. Par contre, au-delà, effectivement, bon, tu es dans les derniers. Donc, on va bien sûr, et ça c'est important, je passe, si je peux me permettre, un conseil à tous nos jeunes, à tous les joueurs en général, qu'il faille bien sûr déterminer ces points faibles là où on aurait envie le plus de pallier à un déficit, de progresser, mais toutefois sans jamais dénigrer ou délaisser ses points forts. Donc si on a identifié à un moment donné un point fort, surtout continuer à s'entraîner, à cultiver ces points forts pour jamais les perdre, parce qu'il ne faut pas que le progrès dans un domaine qu'on voudrait améliorer voilà, soit aux dépens de nos points forts. Voilà, donc, j'ai toujours eu ça. Le putting, ça m'est venu, enfin, je veux dire, ça a toujours été. Je veux dire, j'ai pas fait, il me semble, hein, un travail en particulier. Oui, comme tout gamin, j'ai passé des heures et des heures sur le putting green parce que c'est un jeu dans un jeu. Au chipping. D'accord. Tu le perçois comme ça. D'accord. Oui, parce que même, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je ne suis pas le seul, hein, tous les professionnels, enfin, je pense qu'on s'accorde la plupart à dire que même biomécaniquement, techniquement, c'est un geste qui s'isole, qui est différent que le reste du swing en question, puisque notamment, par exemple, le corps est inactif, stable. Et si tu veux bien peut-être, tu as intérêt à ce que ton corps soit stable. Ce qui n'est pas le cas pour ma part, ce que je ne conseillerais pas au chipping. Voilà. Pour moi, dans le chipping, le petit jeu, ce qui est aussi subtil qu'il puisse être, il est primordial qu'il y ait une dynamique vers la cible. Absolument. Voilà. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si je me perds et si tu as ta question, mais quand tu le voudras bien, j'ai été amené sur les 6-7 dernières années de ma carrière, quand j'étais encore sur le circuit européen, par l'intérêt auquel j'étais honoré. Hein, je remercie encore à l'époque Golf Européen, le journal du golf qui m'a demandé un double DVD, viens prendre ta leçon sur le petit jeu, tout ça. Ouais. Les articles pédagogiques sur le putting. Donc, quelques mois, alors que j'étais encore joueur, j'étais amené à réfléchir sur le pourquoi, du comment, de pourquoi je suis efficace. Voilà. Donc, j'ai évidemment fait cette propre analyse que je serais très heureux de partager avec toi, mais je ne sais pas si je me perds dans ta question. Tu sais, Christian, j'ai mis beaucoup de batterie parce que je savais que l'interview avec toi risquait de durer 3 heures. Donc, je suis chargé avec des recharges là, de batterie, il n'y a pas de souci. Alors, la question initiale, bien que tes ouvertures de parenthèses soient nécessaires, la question initiale, c'était comment on gagne un Open ? Comment on reste en tête ? Parce que je peux te dire que je t'ai suivi à la loupe lors de l'European Open parce que j'avais les yeux braqués sur les plans off également lorsque tu étais filmé par l'European Tour. Et donc, moi, je me rappelle parfaitement de ton attitude lors du dernier trou même. Je t'ai même encouragé derrière un micro, ce qui était absolument ridicule parce que tu ne pouvais pas m'entendre, mais c'était plus fort que moi. Plus fort que moi. J'étais là, comme ça, je fais Christian, vas-y. J'étais comme ça. Et tu as mis ce dernier coup au green et je me suis dit, là, on est bon.
Et voilà, donc comment on gagne un Open? Parce qu'on en a beaucoup parlé avec les différents intervenants qui sont venus. On ne se met pas au départ du 1 le premier jour en disant « je vais gagner ». On sent que ça vient progressivement, mais comment on reste dans la vague? J'ai plusieurs choses à vouloir vous partager à l'instant, ce qui, je pense, intéressera, je l'espère en tout cas, pas mal de monde. C'est que j'ai deux choses principales. La première chose, je vais juste dire sur les derniers trous, comment on gagne. Il s'avère qu'effectivement, j'ai gagné, il faut l'admettre, avec la force de mes points forts caractéristiques, parce qu'il s'avère que sur le 14, 15, 16, 17, 18, et même au 18, si ces deux putts de pas très loin, de 5 mètres, statistiquement, je suis juste en dehors du green, donc c'est quand même, bon, deux putts approche putt. En tous les cas, sur ces 5 derniers trous, je fais up and down. Donc voilà, bon, ça veut entre guillemets tout dire. Après, ce qui est intéressant, c'est que clairement, cette semaine-là, il m'est arrivé aussi une drôle de chose qui m'est arrivée, c'est que je vois, on était en plein de joueurs la semaine suivante, forcément sur le tour, tous les gars te félicitent, t'es aux anges, t'es encore sur ton nuage. Bon. Et il y en a un qui m'interpelle, Barry Lane, et il me dit, putain, bravo, franchement, parce que qui plus est, franchement, j'aurais jamais parié sur toi sur un tel parcours long. Figure-toi, Michel, que moi, personnellement, je m'étais pas aperçu que ce parcours était long. Alors, pour deux raisons. D'abord et d'une, parce qu'il était sec cette semaine-là, donc c'était à mon avantage. Clairement, un parcours long, mais qui est sec, mais la balle, elle roule, donc il est moins long, par définition. Et qui plus est, c'est aussi une observation qu'à un moment donné, je me suis aperçu en regardant dans le passé un peu, ce qu'il faut de temps en temps. Je me suis aperçu que, alors que j'étais un joueur court, hein, effectivement, jamais de ma vie, en abordant un tournoi du circuit européen ou n'importe quel tournoi, j'ai eu regardé la longueur du parcours. Et même pas, en ouvrant le yardage book, la longueur du trou. Ça veut dire que tout de suite, quand moi ou mon caddie, on ouvrait le yardage book, tel trou, boum, 16, tout de suite, mon attention allait sur où est-ce que je dois amener la balle. Tu vois, jamais, et je me dis peut-être que c'est une certaine, je vais m'envoyer des fleurs, excusez-moi, mais une certaine intelligence intuitive, parce que sachant que j'étais court, peut-être je me serais mis une pression supplémentaire à regarder la taille des parcours, à regarder la taille de chaque trou, en me disant, oh là là, celui-là, il va falloir encore que j'envoie mon maximum de drive, parce que sinon je vais encore me retrouver avec mon hybride à jouer sur le green, alors que les autres ont faire 6 pour le green, bon, ainsi de suite, tu vois. Donc voilà, donc, et Barry Lane me dit ça, et je lui dis, ah, bon, on n'en était pas rendu compte. Bon, alors clairement, oui, le parcours était sec, il était dans le vent plutôt dans cette semaine-là, et c'est un point fort de ma caractéristique golfique personnelle, parce que j'ai toujours été un joueur qui tape la balle plutôt basse que plutôt haut, et qui sait très bien manier les balles perçantes, pénétrantes dans le vent. C'était, voilà, travailler Golf Machine, ainsi de suite, et le constat avec François Berthet. Et aussi, je voudrais dire pour vraiment encore remercier du fond du cœur la contribution de mon coach de l'époque, Benoît Villemar, car nous avions travaillé le week-end précédent à Wentworth, beaucoup le week-end, alors que Wentworth, le PGA Championship, un des tournois les plus importants aussi du circuit européen, j'avais raté le cut, et il était venu avec moi, il entraînait aussi Philippe Lima, et nous avions bien puni le practice, comme on dit. J'en ai pour preuve que j'avais chopé une tendinite. D'accord? Alors, j'arrive au European Open, j'ai la tendinite. Donc, heureusement, on est choyé. On a aussi le service des physiothérapeutes, des ostéopathes et tout. Donc, clairement, matin, midi et soir, dans le physio, à mettre mes crèmes. Bon, je suis aussi très médecine naturelle. Donc, huile d'arnica, huile essentielle de Golteri, ainsi de suite. Bon, je pense que là, vu l'urgence, c'était à l'époque-là, j'ai dû quand même mettre et prendre un ou deux anti-inflammatoires, tout à fait légal, hein, bien sûr. Et puis, je suis parti là-dessus. Et il faut savoir que mon leitmotiv cette semaine-là,
Parce que je t'ai dit que j'avais raté le cut le précédent, ok? Mais dans une seconde, je vais te rappeler, je vais te raconter la petite histoire de comment c'est passé, parce que j'avais aussi raté le cut de l'Open d'Irlande la semaine précédente, ok? Et d'un point. Et assez rapidement, je vais te raconter. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, vous l'aurez compris, cette semaine-là, je suis dans l'ensemble, et je remercie encore Benoît Villemar qui, en plus de me coacher techniquement, clairement, à un moment donné, moi, comme j'ai plaisir à coacher les gens que j'aide, les jeunes, ainsi de suite, on devient aussi plus que, voilà, des guides techniques, voilà, simplement des humains, quoi, à partager, à partager. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien dans nos conversations, dans tout ça. Et aussi, j'étais dans le même hôtel qu'un psychologue de sport, Josh Van Stiphout, avec qui j'avais travaillé légèrement, C'est une belge, je petite crois. séquence aussi, qui est décédé depuis malheureusement, mais qui a travaillé avec Raphaël Jacquelin, avec Greg Avray, etc. Et je me rappelle dans l'hôtel lui dire, alors qu'on est devant le match de football, lui transmettre, on ne travaille plus ensemble, mais voilà, on gardait une relation, lui transmettre mon état d'esprit, qui était, je lâche tout ce qui est hors golf, les emails, les machins, les soucis, et je me focalise au plaisir du jeu, au plaisir de ma profession, au privilège voilà, que j'arrive à me conceptualiser. Bon. Donc, vite fait, bien fait, ce qui s'est passé, c'est que sans rentrer dans les détails, j'avais, moi, un différend avec ma société de management de l'époque, qui clairement me mettait mal à l'aise, je dirais, dans l'extra-sportif, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon entourage, familial, tout allait bien, mais voilà, j'avais ce gros différent, et donc je n'étais plus heureux sur cet aspect-là. Bon. Donc je voulais un changement. Ça a été un petit peu compliqué, donc j'étais affecté, d'accord? Donc j'arrive à l'Open d'Italie, donc comme vous pouvez imaginer, il y a de façon courtoise, hein, mais il y a des histoires d'avocats, ainsi de suite. J'obtiens de l'aide pour pouvoir voir comment on peut se séparer, ainsi de suite. Bon. Je vais à l'Open d'Irlande, j'ai un petit peu ça qui m'affecte, clairement. Je fais Bogey 1, Bogey 2, Bogey 3. Bref, je suis plus 5 après 6 trous. Sur un tournoi de circuit européen, ce n'est pas une très belle sortie des starting blocks, n'est-ce pas? Écoute-moi. Je fight comme un malade. Je joue moins 9 le reste des 36 trous, puisque le cut arrive à la fin de 36 trous. D'accord? Je sais qu'au dernier de mon 36e trou, j'ai un birdie à faire pour ce qui va vraisemblablement être le cut à moins 3. Voilà. Donc plus 5, voilà. Je fais mon birdie au dernier trou. J'étais du matin, d'accord? T'es un fin content. Voilà. Bon, l'après-midi se passe, je dois attendre les résultats. Et il y a un gars qui rentre dans la dernière partie ou l'avant-dernière partie, qui rentre un putt de 12 mètres au dernier pour faire passer le cut à moins 4. Miss by one. Après, c'est énorme, j'ai tout donné de moi-même. D'accord? Donc, tu oses imaginer l'état moral dans lequel je suis ce week-end-là. En plus, par rapport à la logistique de voyage, je ne rentre pas chez moi, je vais enchaîner Open d'Irlande, direct Londres, donc, t'imagines bien, j'essaie de faire avancer les choses sur l'extra-sportif durant le week-end, de m'entraîner. Bien sûr, je retrouve Benoît Villemar à Wentworth. Néanmoins, Wentworth, plus 5 après 6 trous. OK? Tellement j'ai lâché de l'énergie et tout ça en Irlande, dans mon avis, je suis en déficit voilà, d'énergie, de bien-être, et puis toujours quelque part avec une certaine chose qui me pèse, qui n'est pas réglée. Mon caddie, qui est depuis décédé, Mike Allen, auquel j'envoie une belle pensée, a été adorable, adorable, parce que lui, quand même, un caddie, c'est un professionnel aussi. Hein, l'équipe, on compte l'un sur l'autre pour avancer et tout. Il a vécu avec moi l'Open d'Irlande. Il est là maintenant, il me voit plus 5 ou plus 6. Après, voilà, et il me dit, tu sais, Christian, si on doit abandonner, il n'y a pas de problème. D'accord? Moi, j'aime pas ça, je n'abandonne pas, je dis c'est pas grave, je suis peut-être out. Bon, je fight un peu pour essayer de rester, revenir un petit peu, j'y arrive pas. Je dois faire genre plus 6, plus 1. Donc, clairement, ça va être compliqué. Il me faut faire 65 le lendemain pour revenir dans le cut. Bon, ça se passe pas. OK. Mais néanmoins, pour moi, j'investis, je joue ma partie quand même, comme tout bon professionnel. Hein, je dis pas que je suis le seul. Parce que voilà, ce que tu vas
semer là, ça peut te permettre de rebondir la semaine après. Bon. Et puis, comme je t'ai dit, c'est de rajouter à cela le bon week-end, le bon travail avec Benoît Villemar le week-end. Et puis, il y a enfin le lumière au bout du tunnel, ce week-end-là aussi, sur l'extra sportif. Et tu l'as entendu, mon attitude, ma décision de, au mieux, voilà, maintenant il est temps de revenir à l'essence, au plaisir, voilà, etc. Et comme disent les Anglais, j'adore ça, and the rest is history. Donc, en tant que tel, c'est un retournement de situation extraordinaire. Je suis passé en l'espace de 2 semaines à l'Ibis au Graal. Voilà, c'est des expériences de vie humaine, sportive, comme on peut en vivre, qui sont assez extraordinaires. En tous les cas, peut-être faut-il pour arriver à son plein potentiel à un moment donné, passer par de telles périodes de souffrance, à chacun de choisir d'avoir son ressenti. Mais néanmoins, il me semble que quand même, ce qui fait la force à un moment donné pour un sportif de haut niveau ou dans d'autres sphères, hein, peut-être de la vie aussi, hein, dans le business, d'avoir une telle réussite, c'est quand même on passe par certaines difficultés qui à un moment donné nous donnent peut-être cette force d'arriver à trouver les sources en soi pour arriver à nos fins. On a l'impression que tous les tournois sont un peu reliés. Ben, de la même manière que… Pourquoi je te pose cette question? Parce que nous avions eu, tu as eu la gentillesse de me faire un témoignage dans mon bouquin en 2007 où tu expliquais, et ça je l'ai toujours gardé en moi parce que je l'ai ressenti, parce que je l'ai appliqué dans mon propre golf, que l'ensemble des coups sur un parcours était comme une équipe. Et que si on réussissait, avec moi, tu n'as pas de chance parce que je connais tout ton historique. Hein, donc, je sais ce que tu as dit à telle année, à tel endroit. Et donc, tu disais, Michel, les coups, pour moi, ils ne sont pas séparés. Ils fonctionnent ensemble, comme une équipe. Et souvent, je réussis des coups vers la fin parce que j'en ai raté avant et ça m'a servi de réglage. Et là, on a l'impression aussi que les tournois, c'est pareil. Ils peuvent servir aussi de réglage. Ah bah absolument, c'est-à-dire que bon, ça m'est arrivé. Moi, personnellement, j'ai su, dans ma carrière, par exemple, plus souvent que l'inverse, saisir mes opportunités. Par contre, si on regarde les statistiques, je n'ai pas été à très haut niveau, souvent dans le sens où j'ai raté la moitié des cuts de mes tournois dans l'ensemble de ma carrière. OK ? Bon, ça n'empêche que je peux être fier de tous les cuts que j'ai passés quand même. Bon, n'importe. Là, ce que je voudrais dire vis-à-vis de ça, c'est que oui, j'ai l'image et je pense aussi qu'elle m'avait été transmise à un moment donné par François Berthet, comme quoi la notion d'équipe aussi, je l'aimais beaucoup dans le SAC et tous les clubs. Tu vois ? J'ai une équipe, hein, il y a tous ces clubs-là, ils sont faits pour se complémenter, pour se rendre service. Okay. Et notamment aujourd'hui dans mon enseignement que j'ai plaisir à transmettre voilà, à tous les gens que j'ai la chance de transmettre, c'est que pour sortir, peut-être parfois, qu'ont les golfeurs d'une vision un petit peu trop limitative de ce petit jeu se résume au sandwich, par exemple. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, il y a une équipe de 7-8 clubs pour nous rendre service au petit jeu. À nous, voilà, de s'entraîner, voilà. Et vis-à-vis, et clairement, le concept de la stratégie vient en compte. Et pour rebondir sur ton allusion vis-à-vis de la gestion du parcours, à discerner deux choses. Je suis comme la plupart des joueurs, vous l'entendez, c'est exprimé par la plupart des joueurs de haut niveau et pas que c'était quand même, notamment l'exercice de golfer est un excellent exercice pour apprendre à se concentrer. Oh, pardon. Attends, excuse-moi. J'avais oublié de mettre sur le mode avion. Alors, c'est même le mode ne pas déranger. Ouais. Parce que sinon, discerner entre savoir être dans le moment présent, donc
coup après coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné où ta stratégie est décidée, entre autres, voilà, tu dois être. Bon, ça, c'est assez, j'ose dire, presque banal de le dire aujourd'hui. Voilà. Par contre, clairement, je suis tout à fait d'accord. J'ai écouté la formidable interview de mon ami Jeffrey Mézy, que tu as faite récemment, et je suis tout à fait d'accord avec lui dans le sens où, oui, tu fais un parcours de reconnaissance. Clairement, par exemple, moi, la preuve, hein, moi, en vue de ce que je connais de mes distances, bon, bah, sur tel trou, je sais que je ne peux pas passer le bunker. Donc, ça va dicter, dans un dogleg par exemple, ça va dicter ma stratégie prévue. Okay. Par contre, comme disait à juste titre, je ne vais pas me fixer et me rendre l'esprit trop étroit par rapport à ça, parce que si effectivement au tour numéro 1, il y a grosse tempête de vent avec à ce moment-là, tout d'un coup, ce bunker, peut-être je peux le passer. Et peut-être je vais voir risk and reward et calculer tout ça. Tiens, qu'est-ce que j'obtiens? Où est le danger? Quelle est ma marge? Et je vais raisonner par rapport à ma propre marge d'erreur. Average. Donc voilà. Attention, tu es sous l'influence anglo-saxonne ou des États-Unis dans tes expressions. Tu vois, tu vois que tu es quand même un petit peu influencé. Ah oui, non, mais ça, je le reconnais. De toute façon, tu sais que ce qui était rigolo, c'est que quand je revenais de 9 mois passés d'années scolaires, universitaires, ainsi de suite, ça me prenait au moins un bon 2-3 semaines avant de retrouver mes mots français, mes expressions. C'était frustrant. Et puis, je faisais rigoler mes coéquipiers d'équipe de France là-dessus. Bon, voilà. Donc, mais pour terminer sur le sens de l'équipe, oui, c'est sympa de concevoir, effectivement, voilà, une bonne mise en jeu, peut-être à un moment donné, si tu veux, entre guillemets, raisonnable, c'est-à-dire que tu vas décider de ne pas être à l'attaque à tout prix, va être au service du deuxième coup, qui va, voilà, si tu vas favoriser plutôt la partie gauche du green à l'attaque de celui-ci, ça va être pour favoriser l'équipier qui est ton putter ou qui est ton troisième, voilà, pour son coup qu'il aura lui à réaliser, effectivement. J'aime bien ce concept. Est-ce qu'on peut dire, Christian, en t'écoutant, que au final, de manière émotionnelle, chaque coup est séparé, mais de manière, on va dire, de l'esprit du jeu, ils sont tous reliés. Oui, absolument. Et la beauté du golf, ce n'est pas le seul sport peut-être qui permet ça, mais enfin, la beauté du golf, quelque part, et à la fois, hein, et la frustration qu'on ressent tous, attention, la beauté du golf, c'est que tu peux réussir un par, imaginons un par 4, avec 4 coups moyens, où tu peux ressentir comme, pas complètement raté, mais où tu peux ressentir, qu'importe, c'est chacun son ressenti, raté ou en tout cas pas réussi. Et réussir, ce qui est la tâche primaire du golf, à savoir faire le par. Si tu fais birdie, c'est encore mieux, formidable. Bon. Et il nous est tous arrivé de faire un bogey, voire même un par, mais un bogey, avec des bons ressentis à chaque coup. Parce qu'il y a tellement d'aspects aléatoires, le vent, le rebond, le ceci, le grain, la grosse virgule, qui est... Et ses propres sensations aussi. Voilà, absolument. Donc ça, je trouve ça... Les sensations du jour, comme tu le dis, on l'a tous vécu et on le vivra toute notre vie, de se sentir vachement bien, de ne pas scorer et d'être vraiment moyen et un peu fatigué et de jouer dans le par ou sous le par. Ça nous est arrivé. Exactement. Donc c'est important. J'aurais envie de conseiller à tous en tout cas les golfeurs, tout simplement, de bien garder ça dans son état d'esprit pour mieux vivre le golf. C'est tout, mieux vivre le golf. Chacun sait où se situe le golf dans sa vie, ce qu'il en attend. Est-ce que c'est simplement un loisir? Est-ce que voilà, c'est un loisir, mais je suis compétiteur, donc j'ai envie de gagner. Donc, ok, je me permets, et c'est naturel de ressentir de la frustration, mais voilà, je vais au mieux la gérer, ne pas tomber dans l'excès de négativisme où je vais me bousiller le reste de la partie, ainsi de suite. Voilà. Alors, quand tu dis, alors là, j'aimerais qu'on fasse court en parlant de longueur. Voilà, c'est un jeu de mots improvisé. Oui. Parce que quand tu dis aux gens qui t'écoutent, ah mais je suis pas long, j'ai compensé, mais moi je suis pas long. Moi je t'ai vu driver, ça me va, hein.
Mais en plus, Ouais, à mais l'époque, on avait des balles qui étaient, rappelle-toi, les Balata. Ça, si on en reçoit, maintenant, on n'avance plus. Hein. Mais c'est quoi ne pas être long? Combien tu faisais en distance avec ton driver? alors, c'est simple parce qu'effectivement, tu le sais bien, tout est relatif. Donc, Kevin, quand je dis c'est pas long, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, c'est relatif au plus haut niveau professionnel que sont le circuit européen, le PG, etc. Et tous les autres tours de division 1 et 2 sur la planète. Euh, Moi, je drivais la balle en portée de balle, hein, en portée de balle, au milieu de ma carrière, à 240 mètres. Voilà. Je dirais, dans les températures classiques de 20, entre 20 et 25 degrés, 20, 22, 23. Je te parle à plat, sans vent. Hein, voilà. Alors, Donc, Olivier Maire te pose la question suivante. Il te dit, est-ce que de nos jours, compte tenu du fait que ça frappe très très fort, comme tu le sais, hein, de plus en plus, donc le carry est un peu plus long, est-ce que tu pourrais maintenant rivaliser avec tous ces joueurs qui sont extrêmement athlétiques et qui tapent de plus en plus fort? Est-ce que tu pourrais maintenant rivaliser ou ça serait encore plus dur qu'avant? ça serait encore plus dur qu'avant. Déjà, j'ai commencé sur la fin de ma carrière où j'ai décidé de raccrocher les crampons parce que clairement, par ma propre faute, attention, hein, mais je n'obtenais plus les résultats escomptés de tout mon investissement. Euh, Déjà, j'étais donc, comme on vient de l'exprimer, peut-être en moyenne 20 mètres derrière la norme de mes co-compétiteurs. Et ça faisait pas que deux clubs différents, parce que tu as aussi, comme la moyenne aussi, prenait un club de moins en termes de fer pour faire telle distance. Au final, vis-à-vis du drapeau, c'est trois clubs de différence. Donc, à un moment donné, tu prends ça fois 18 trous, fois 4 tours. Bon, il faut que ton petit jeu soit méchamment affûté cette semaine-là pour faire aussi voilà, aussi bien que dans le scoring. Alors, Donc, est-ce que oui. aujourd'hui, je pense, pour répondre de façon concise à ta question, que dans la moyenne, je ne pourrais plus être compétitif day in, day out. Tiens, influence anglo-saxonne. Je l'ai dit en début d'émission, tu m'as remis dans mes buts. Mais... par contre, comme au final, ça s'est illustré dans ma carrière, il n'y a qu'à voir mes deux victoires. Hein. Les deux sont sur parcours sec et dans le vent. Voilà. Donc, exceptionnellement, par rapport à un parcours qui serait pas des plus longs non plus, il faut dire ce qui est, pas des plus longs, qui serait sec, donc où on peut bénéficier de rôle de balle, où il y a du contrôle de la bonne stratégie, du contrôle de ses trajectoires et du bon petit jeu. Aujourd'hui encore, je pourrais éventuellement m'immiscer dans la bataille et décrocher le titre, mais j'ai envie de dire, en vue des parcours qui nous sont proposés sur le circuit européen, peut-être j'aurai ma chance une ou deux fois dans la saison. Ouais. Parce qu'on joue quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup. Parce que pour rendre les parcours difficiles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin absolument de la longueur. Les greenkeeping staff locaux du club où va se passer le tournoi, mais aussi l'équipe d'agronomie du European Tour, passent en amont pour préparer les parcours et donner des consignes. Donc, leur a fait monter les fairways rétrécis et en règle générale, bien arroser les fairways pour pas qu'il y ait trop de roule, justement. Par contre, raffermir les greens pour pas que ça puisse pitcher trop facilement et que les joueurs professionnels se mettent à jouer aux fléchettes. Tu vois, genre, bon. Donc voilà, donc c'est pour ça que les majeurs aussi sont si difficiles, les parcours quand on voit sont si difficiles que ça. Parce qu'il y a des hauts-raves, parce que les greens sont des tambours, parce qu'il faut beaucoup de contrôle de l'impact pur pour contrôler le spin sur la balle, les trajectoires, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et évidemment, être bien aguerri, bien efficace cette semaine-là au petit jeu, avec tout le toucher qui se doit de green ferme et rapide. Donc voilà, donc Et peut-être après, j'aurai il y a aussi Alors pour mes l'emplacement. espoirs, pour terminer là-dessus, je ne me fais pas d'illusions, cher Michel, sur le fait que quand je vais avoir bientôt la chance, parce que j'ai eu mes 50 ans,
et que l'opportunité m'est présentée de rejoindre mes copains Jeff Remesi, Thomas Levet, Marc-Antoine Fary sur le Senior Tour européen, je ne me fais pas d'illusion que je serai encore parmi le quota des joueurs plus courts que longs. Voilà. Est-ce que cela vient d'une fibre musculaire bien particulière qui est peut-être un peu moins explosive, mais qui a un avantage après d'être plus sous contrôle dans le petit jeu? Est-ce que c'est ça? Oui, je pense que oui. Je pense que ça, c'est un facteur. Tout le monde a son quota de fibres rapides, moyennes et lentes. Nous pouvons nous sujettir à des programmes d'entraînement physique pour améliorer le pourcentage d'efficacité de fibres rapides, par exemple. Mais dans la mesure où, de toute façon, de façon innée, c'est mon cas. Je n'en ai pas énormément comparé à, pareil, je salue l'ancien copain du circuit, Jeff Luquin, qui faisait 60 kilos et qui me mettait 20 mètres au drive, parce qu'il avait énormément d'influx en lui de façon innée. Alors bien sûr, il s'est toujours entretenu, etc., physiquement. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment donné, de toute façon, on ne peut pas se réinventer complètement. Après, on fait avec l'équipement que l'on a. Ah oui, alors ça, évidemment, sur le circuit. Non, l'équipement musculaire. Ah, d'accord, oui, oui. Ben, oui, bien sûr. Mais par contre, ça serait une faute. Ce n'est pas pour autant, n'est-ce pas, que je tombe dans l'attitude, oh, ben, pauvre de moi, ben, je ne peux rien y faire, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, je sais qu'avec mes moyens du bord, pour ce qui est de la distance limitée, j'ai néanmoins un travail à faire, ne serait-ce que pour maintenir parce qu'avec l'âge maintenant, et ça c'est plus un sujet senior, mais qui nous intéresse beaucoup de mes élèves, des tiens et de peut-être de nos auditeurs ce soir, on doit, voilà, si on veut à un certain âge garder son tonus musculaire, ne serait-ce que ça, eh bien nous devons faire du sport et maintenir tout ça, faire du sport, des programmes, pourquoi pas. Et l'élasticité aussi, n'oublions pas la souplesse. D'ailleurs, moi, je me fais pan fesses, je trouve que j'en fais pas assez récemment, et notamment cette période de confinement, néanmoins, nous pousse tous, puisque nous sommes contraints et sous la contrainte de ne pas pouvoir golfer. Donc, clairement, ça permet finalement de soigner d'autres aspects contribuant à notre performance golfique, à notre plaisir golfique pour le proche. Je pense que tout le monde maintenant y est bien sensibilisé. Il y a une dernière question avant l'entracte, avant la pause. La dernière, c'est ce qui est bien chez toi, c'est que tu donnes des idées majeures, comme la notion d'équipe, voilà, comme toutes ces choses-là, la notion de jouer avec ses mauvais coups, également, de le savoir, de ne pas l'oublier. Tu donnes des grandes idées. Et un jour, tu m'as donné aussi une grande idée, non pas qu'on ne le sait pas, mais ça ne rentre pas dans, comme on dit, dans la cabesse. Tu m'as dit, Michel, pour avoir un bon mental au golf, il faut être indulgent. Et l'indulgence envers soi-même, ce n'était pas juste comme ça un des innombrables points mentaux qu'on souhaite avoir, c'était dominant chez toi. Tu peux nous en parler avant la pause? Oui, ben, c'est certainement un des aspects pour lequel dans tous mes cours de golf ou sessions de coaching ou pro-am, c'est une des premières choses auxquelles je veille à transmettre à mes amis golfeurs et élèves. C'est qu'à mon sens, que ce soit pour performer dans son score du jour ou dans sa façon de taper, se donner plaisir, ou que ce soit même dans un processus d'apprentissage, parce qu'on est venu voir Michel, on est venu voir Christian, on est venu voir notre pro PGA France, ainsi de suite, c'est important de s'accompagner, proprement dit, psychologiquement, mentalement, effectivement, émotionnellement. Parce que j'en fais partie, on en fait tous partie, on est humain, donc on dit tous très vite, je suis nul, quel con, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Mais il faut l'avouer que de mon propre expérience, par constat, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus frappées par cela plus que d'autres. Voilà. Donc, je le dirai à tout le monde, mais tout particulièrement peut-être, et pour vous faire
voilà, une confidence qui ne m'en voudra pas parce qu'il sait très bien, la première personne concernée, c'est mon propre fils. Voilà. Beaucoup trop exigeant sur lui-même et parfois perte de lucidité par rapport à ses propres exigences, par rapport à ses réelles capacités et moyens. Bon, donc toujours est-il que sur le processus d'apprentissage, à mon sens, on va plus vite progresser, plus vite intégrer aussi. Donc, des choses qu'on nous transmet, qu'on voudrait intégrer à son jeu, par ces notions d'indulgence, de patience. Voilà. Mais sur le parcours, tu me dis aussi que souvent tu t'es sorti d'affaire, et j'ai un témoignage là que je pourrais faire écouter d'ailleurs parce que j'ai une petite voix qui lit les témoignages. Tu disais souvent que tu t'étais récupéré de pas mal de situations difficiles. Tu as raccroché souvent les wagons en plein tournoi grâce à cette indulgence envers toi-même que tu te donnais. C'est comme s'il y avait une autosurveillance pendant que tu joues. Et dès que tu sens que tu vas sortir des cordes, eh bien, hop, indulgence, il y a une conduite à tenir. Et c'est un mot que tu m'as souvent sorti. Disons que moi, de mon expérience de compétition, de joueur de niveau, ce qui m'a été, j'ose dire, imposé par le jeu, par les circonstances, innombrables circonstances, difficiles parfois à vivre. Par exemple, tu fais un super tournoi, tu es bien ton jeu et boum, tu te prends un triple. C'est, je dirais, la notion de fatalisme. Alors, si tu veux, c'est pas que ça fait pas mal au moral, okay. Et de tout ce que j'ai appris, et ça c'était un précepte, une notion que j'essaye d'appliquer dans ma vie maintenant, à travers le golf ou autre, c'est pour, entre autres, la réussite, en dehors du plaisir pendant le chemin, c'est l'état d'esprit. Ça m'est venu de monde anglo-saxon, je le dois l'admettre. It's a question of spirit. D'accord? Donc voilà. Donc il y a un moment donné, est-ce que je veux m'auto-flageoler, machin ça? Bon, non. Et je pense que ça a été d'autant plus imposé que par moi, tu l'as mentionné, certes, c'est vrai que très vite, j'ai eu la chance de trouver une direction dans ma vie. Et donc, j'étais encore amateur, mais effectivement, je raisonnais comme professionnel, ainsi de suite. Et quand je prenais un uppercut, sur un parcours de golf, entre autres, il y a cette espèce d'instinct qui sait que la suite est super importante, que de toute façon, tu ne peux plus rien y faire. Ce qui est fait, et que tu vas de ce fait bite the bullet. Effectivement, j'adore les expressions américaines. Tu vois, take your medicine, en voilà une autre, les gens comprendront. Tu prends ton petit médicament dans ta tête psychologiquement et t'avances. Et surtout, tu es là présent au challenge suivant, parce que voilà. Et cette espèce de, si tu veux, de fatalisme, voilà. Et qui fait que peut-être, bon, en tous les cas, à court terme, même si après la partie, la déception morale et l'uppercut, il n'a pas disparu de ta mémoire émotionnelle. Hein. Non, Il est là. Clair. Mais sur le moment, durant ta partie, tu restes concentré sur le moment, le fameux moment présent, le coup suivant, hein, parce que voilà, j'ai donné là, c'est dommage, tiens, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû m'amuser à poser la question que j'adore poser aux jeunes. Tu vas nous la poser. Stop. Tu sais, c'est comme Forrest Gump. Il faut le dire de s'arrêter parce qu'il sinon il continue à courir. Stop, on marque une pause. Je te reprends tout de suite. Reprise, Christian. Dis-moi au fait, le coup le plus important du golf, c'est lequel? C'est le suivant, Michel. Voilà, ce dont on parlait, c'est le suivant. Bon message. Alors, il y a eu pas mal de questions des internautes. J'ai pris celles qui sont un peu en dehors de ce dont on vient de parler, mais par respect, comme je le dis souvent pour mon audience, je me dois de les poser. Arnaud Lavigne te pose la question suivante. Un conseil que tu pourrais donner à un jeune qui a 18 ans qui veut passer pro, parce que amateur, pro, la transition, des fois, on hésite, on ne sait plus s'y retrouver. Conseil. Il me semble, ce qui est important, c'est qu'il puisse s'exprimer
golfiquement en compétition dans un cadre, dans un niveau général de champ de joueurs, hein, dans lequel la victoire est à sa portée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, bien sûr que si notamment tu es déjà un bon joueur amateur et que tu veux apprendre peut-être plus vite les rudiments du golf professionnel, le contexte est différent, tout ce que ça implique, l'organisation, etc., l'indépendance, se prendre en charge, et ainsi de suite. Néanmoins, je pense qu'il serait plus utile à cette personne-là, plutôt, je dis potentiellement, plutôt que d'aller sur le Alps Tour, le truc, bon, dans certains circuits professionnels. Et puis, ben voilà, ne pas passer des cuts, ou je dis pas qu'il n'y aurait pas des apprentissages de par cette expérience-là. Mais entre-temps, quand même, il n'y aurait pas beaucoup quand même de quotas accumulés de confiance. Alors que si ce joueur ou joueuse se contente pour l'instant, dans la mesure du possible, budgétaire, tout ce qu'on implique, parce que le golf amateur et les grands prix, évidemment, les parents le savent, c'est pas bon, pas donné à tout le monde. Donc, elle aurait, à mon sens, pour le but, vous aurez compris, d'engranger de la confiance de résultats, de bons résultats, que ce soit top 10, podium, victoire, mais en plus d'être plus souvent exposé à ces opportunités-là, et donc d'apprendre de soi-même de comment gérer et comment concrétiser ces opportunités-là. Voilà. Donc je pense que c'est important quand même, avant de passer pro et d'aller se confronter aux autres joueurs professionnels, d'avoir en quelque sorte alors, un certain quota de confiance de passé, de confiance en soi, nourri par ce passé, tout comme on peut dire nourri par un certain palmarès. Voilà. C'est bien, le message est bien reçu. 5 sur 5. Terry Ritchie te pose la question suivante. Comment expliques-tu ton niveau de putting exceptionnel? Est-ce lié à 1. Ton talent, 2. Une approche différente des autres, 3. Du mental ou ailleurs? À quoi c'est dû? C'est forcément, de toute façon, une alchimie de plusieurs composants. Bien sûr, on m'a déjà posé cette question assez souvent. J'ai moi-même dans mes stages de petits jeux, quand on discute du putting, toujours bonheur et envie de faire réaliser aux personnes qui sont en stage avec moi que oui, j'ai été à un moment donné numéro 1 des statistiques, mais que ce n'était pas parce que je rentrais plus de putts, en tout cas, mon sentiment, je n'ai pas été le vérifier, mais que ce n'était pas parce que je rentrais plus de putts que mes co-compétiteurs, parce que tu imagines bien que toutes les parties que j'ai eues sur ce copain, j'en ai vu des putts rentrer par mes co-compétiteurs. Mais qu'en étudiant un peu plus l'affaire des statistiques et tout ça, je me suis rendu compte que un des éléments, c'était que je prenais moins souvent 3 putts que les autres. Ça veut dire quoi? J'en ai conclu quoi. Ça veut dire que, d'abord et d'une, ça je ne sais pas si c'est un facteur par rapport à d'autres, mais bon, c'est un fait, j'ai une très bonne acuité visuelle, depuis toujours. Bon, c'est une chance, c'est comme ça. Bon, ce que cela veut dire, c'est que potentiellement, cette acuité visuelle m'aide à encore mieux percevoir les petites pentes subtiles, donc m'aide dans la lecture du green. Pour revenir je prends moins souvent 3 putts, donc quelque part ça joue dans la balance des nombres de putts au bout de l'année en statistique. Alors bien sûr, attention, c'est aussi parce que je prenais moins souvent 3 putts, de green en régulation que les autres. Ça facilite d'avoir un total de putts moindre. Néanmoins, là où je me suis, en analyse de ces statistiques, compris qu'effectivement je faisais partie des meilleurs, c'est que dans la statistique des nombres de putts green en régulation, donc là il ne s'agit pas de approche putt, les nombres de putts green en régulation pris, et je pense qu'en vu que j'étais plus loin des greens, j'étais vraisemblablement plus loin en moyenne du trou sur cette statistique-là que les autres, j'ai toujours fait partie du top 20, peut-être même top 15. Donc la combinaison de ces deux statistiques confirmait effectivement que j'étais plutôt meilleur que la plupart dans ce secteur de jeu, alors que bon, j'étais moins fort dans le driving, comme on le sait. Donc, si je prends moins souvent 3 putts,
et je remercie encore les compliments de nos amis coachs qui ont beaucoup œuvré pour l'élite professionnelle française, Olivier Léglise, Benoît Ducoulombier, qui, quand ils venaient coacher les autres joueurs français sur le tour, n'hésitez pas à dire à mes copains golfeurs, regarde Christian, c'est incroyable la bonne vitesse qu'il a. Donc, ça, je ne saurais l'expliquer. J'ai toujours eu, effectivement, Michel, une bonne aptitude à bien doser. Donc, bon lecteur, parce que c'est indéniable que pour être bon putter, il faut être un bon lecteur. Et derrière, si tu fais rarement 3 putts, c'est quoi? C'est que tu doses bien, hein, et que tu arrives à te rapprocher relativement proche du trou en premier lieu. Et évidemment que tu as un bon quota de confiance dans ta finition, dans les putts d'1 mètre et moins, clairement. Mais attention, il m'est arrivé à 2 reprises dans ma carrière de vivre le yips. Et je m'en suis sorti de façon pragmatique, mais voilà, c'est pas parce que. Voilà. Donc, c'est ces aspects-là, à mon sens, qui font que peut-être j'étais meilleur que la moyenne. Le yips, c'est encore une question. Certains vont dire, alors comment tu as fait pour le yips, mais elle est quand même assez rare. On va passer là-dessus. Oui, en oui. tout cas, pour cette interview, on y reviendra plus tard. Donc, un vrai pilote de chasse des greens, c'est ce que je vais retenir. Sébastien te dit, comment t'es-tu entraîné au petit jeu toute ta vie? De par effectivement ce qu'on a évoqué ensemble, j'ai envie de dire, alors comme je t'ai dit, à mon sens, hein, pas plus différemment que les autres gamins, en tout cas quand j'étais jeune, mais beaucoup passé de temps, bien sûr, je dirais à cet aspect-là, donc autour des greens, au chipping green, ainsi de suite, bunker, comme on faisait l'anecdote là à Cannes. Après, je pense que j'ai eu la contribution technique de cette phase à Pebble Beach, à Carmel, où j'ai eu ce professeur Golf Machine Ben Doyle qui, pour des raisons techniques, quand je ne peux pas venir là, mais parfois dans mes stages, j'ai bonheur à transmettre à mes élèves. Donc, il y a une raison technique aussi, je pense, parce que j'ai effectivement eu moi-même l'observation. Il n'y a pas que les amateurs, mon cher Michel, qui ont du mal au petit jeu, hein. J'ai vu des confrères, des professionnels avoir du mal dans. Bon, et notamment, entre autres, c'était pour les mêmes raisons qui handicapent certains amateurs. Donc, après, on l'a évoqué, je pense assez rapidement, mis à mon avantage, mis en œuvre l'utilisation d'une bonne palette de clubs à notre disposition dans le sac de golf pour servir mon imagination, le dosage et tous les coups qu'on serait amené à vouloir faire. Alors, un jour, je suis venu te voir sur une séance d'entraînement, c'était à Saint-Cloud. Et tu m'as dit, Michel, j'aimerais bien que tu vérifies mon alignement. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Donc, évidemment, j'ai fait ça au moins 3-4 fois parce que quand Christian Sever te demande de vérifier son alignement alors qu'il joue sur le tour européen, ça réveille. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu m'as dit très bien tout ça. Et après, tu es venu me voir, tu bossais un point particulier dans ton swing. Tu voulais être à un endroit particulier, voilà. Et je me rappelle encore, tu dis je voulais être là et pas là, enfin tu bossais à un endroit précis. Et tu m'as dit, il est hors de question que je travaille au practice si je n'ai pas la certitude que je suis bien aligné. Parce que sinon je perds du temps. Alors moi je l'ai compris comme que tu perdais du temps parce que quand on n'est pas aligné, on a des fautes fugitives. C'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi quand on n'est pas aligné. Mais quand on est bien aligné, s'il y a une faute, on est sûr que c'est la faute à corriger. C'est ce que j'en ai compris. Et après, tu es venu me voir et tu m'as dit, de toute manière, je sais que je vais ressentir ma nouvelle sensation pendant 3 semaines et qu'après, elle va disparaître parce que je l'aurai intégrée. J'en déduis que tu as une connaissance des neurosciences intuitives, parce que c'est exactement comme ça que le cerveau fonctionne. C'est ce que j'ai toujours dit, les joueurs du tour maîtrisent parfaitement les neurosciences sans s'en apercevoir. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu sur cette séquence?
Oui, alors notamment, je me permets, c'est ce qu'on partage aussi dans multiples passions communes. La neuroscience, ben, j'ai eu la grande chance, moi il s'avère que j'ai choisi, je savais, hein, comme je vous expliquais, que je voulais être golfeur professionnel dès 15-16 ans. Donc mes études à Stanford, j'ai commencé avec économie, et puis je me suis vite ennuyé parce qu'il fallait quand même voyager et en rater un tiers des conférences. Donc j'avais les mêmes 4 années, j'ai eu Phil Mickelson qui est à Arizona. J'ai eu bruit comme quoi il avait choisi psychologie. J'ai mon joueur favori, je dirais historique, mentor, qui est Tom Watson, parce que c'est vrai, cette sensibilité au fait qu'il ait fait Stanford aussi, cette espèce de connexion à distance, voilà. Il avait fait psychologie. Bon, me voilà, je me dis, tiens, on va aller prendre un cours de psychologie parce que ça va peut-être voilà, être beaucoup plus stimulant pour accompagner mes étudiants. Et puis j'ai pris mon cours de psychologie 1 et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je suis tombé sur un professeur passionnant et the rest is history. Dans le cursus général, j'ai eu, pas spécifiquement, hein, j'ai pas de diplôme spécifique de neurosciences, mais Non, bien sûr. clairement, j'ai vu plein de palettes de la Voilà, psychologie tu as générale. compris l'essentiel. C'est ce que je voulais Donc, dire. j'ai été sensibilisé à ça très Voilà. tôt. Voilà. Ensuite, clairement, l'histoire de les sensations, c'était pas par acquis de connaissances à l'université, non, c'était par vécu. Voilà. On a échangé quand j'ai échangé avec toi. Donc, clairement, ça me ramène à, tu as brossé 2 points. Sur l'alignement, rigueur, c'est valable pour tout le monde. Il est excessivement, malheureusement, facile pour tout le monde, quel que soit son niveau, de se dérégler au point de vue ajustement visuel visé. Donc soyons rigoureux, tous, alors, on va dire un joueur professionnel, parce que c'est son gagne-pain d'autant plus, clairement. Bon, ok, mais même golfeur lambda du week-end qui a envie de se faire plaisir, bon, voilà, c'est bête parce que ça amène des compensations au fur et à mesure, on s'en rend pas compte, bon, blablabla, ainsi de suite. Même, je pense, la plupart des amateurs le sauront, ça déjà. Après, sur l'aspect euh, sensation, c'est pour ça qu'on doit cadrer au maximum, nous donner des informations sensorielles visuelles, des repères, les fameux repères, que ce soit visuel au sol, dans l'espace, ainsi au maximum. C'est pour ça que les outils pédagogiques sont excellents, que pour beaucoup de nos confrères, ils sont aussi passionnés à essayer de trouver des outils pédagogiques pour aider le golfeur à ressentir le geste relativement juste, et surtout juste pour lui, on l'espère, n'est-ce pas? Donc, maintenant, quand je disais à mon niveau, et aujourd'hui quand je coach, effectivement, je vais référer à ça, parce que attention à la sensation, c'est avant tout un sport de sensation. C'est pour ça qu'on y retire tant de plaisir. Parce que oui, on le sait, on revient quand le lendemain, même si à un moment donné on a envie de tout abandonner, parce qu'il y a eu ce fameux coup, on a eu la sensation extraordinaire, la balle plaquée en plein milieu, ce qu'on avait visualisé, c'est réalisé, ainsi de suite, blablabla. Bon. Donc, on va à un moment donné modifier des choses. On a à cœur de progresser, on va voir son professeur, un coach, un guide, qui tu veux. Et puis, on va mettre des choses en place et commencer. Donc, ressentir. Et puis, cette sensation va devenir un guide, un repère qui va nous emmener vers une évolution biomécanique, etc. Mais effectivement, attention, il y a un piège à cela. Parce que si, voilà, pour résumer l'exemple facilement, sans rentrer dans des détails techniques, si je suis un joueur de draw et je vais éliminer pour une raison ou une autre le draw et que voudrais devenir un joueur de fade, et que je fais tout, je suis là en draw, et je travaille ici, je travaille ici, je travaille ici. L'objectif, c'est d'arriver là. Je suis content maintenant, je fais plus mon hook ou mon trop de draw, mais je tape la balle relativement droit à tendance fade. Mais si je fais pas gaffe et que je continue à maintenir cette sensation, c'est possible que je passe de l'autre côté, de l'autre extrême. Voilà. Et donc, bien malheureusement, j'ose dire, bien malheureusement, souvent un repère sensoriel n'est valable qu'une certaine période. Voilà. Absolument. Il est Et aussi, après, il est après, aussi possible que. ça devient une perception parce que C'est la ça. sensation est connue. Et si on dit, mais je ne ressens plus comme avant, là, on va partir de l'autre côté, comme tu l'as si bien démontré. Alexis Taille te pose la question suivante.
tes secrets à moins de 60 mètres. On va dire ce coup-ci un peu plus loin. Hein, on va faire entre 30 et 60. Tu m'avais déjà donné des éléments de réponse, mais peut-être ont-ils changé. Donc, non, je dirais le secret, c'est clairement d'avoir beaucoup travaillé le dosage et mon propre système personnel de dosage. Donc, dans mes stages Sévère Green Academy, où j'ai beaucoup de plaisir, que ce soit à Saint-Cloud ou à Saint-Malo aujourd'hui. Sévère, Sévère. Bravo, S'il te plaît. magnifique, S'il te d'origine plaît. bretonne. C'est E accent aigu, E accent tréma sur le deuxième E. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir, dans cette période difficile pour tout le monde, confinement, de commencer une activité de cours en ligne. Et je trouve que ça marche super avec l'application Zoom. Il y a de l'interaction et j'ai commencé à donner des cours ainsi. On va en reparler plus tard de ça. Ce que je préconise, si tu veux, c'est que dans mon stage, pourquoi il y en a pour toute une journée à Saint-Cloud ou toute une après-midi dévouée au petit jeu et au wedging dans un stage? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à voir. Et entre autres, une des clés, on sait bien tous qu'à 60 mètres, rarement, même à un niveau, je dirais, moyen de capacité golfique, on va rarement, pas tout d'un coup, partir 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche sur un coup de 60 mètres. Par contre, ça nous arrive à tous, même un professionnel qui, par moment, tape pas la balle à chaque fois parfaitement, fasse une gratte ou sous un flux nerveux ou quoi que ce soit et taper 10 mètres trop loin. Voilà. Donc, en wedging, en petit jeu, il est quand même plus important la notion de prévaut de dosage que de direction, si tu veux. Hein, ça m'arrive de faire un peu à droite, un peu à gauche. Quand c'est court, on rate comme ça. Et quand c'est loin, on rate comme ça. Voilà. Donc, moi, et quand j'enseigne, je tiens absolument à enfermer personne dans mon système. J'ai bien conscience des autres systèmes qu'il existe. Je parle de toute cette palette-là et je dis surtout, s'il vous plaît, allez à un moment donné, quand vous serez seul, qu'on aura terminé notre stage ensemble, enfin, on commence ensemble, bien sûr, on commence, et j'essaye d'aider les gens à percevoir ce qui leur convient, quel type de vision ils ont, quel type de sensation, qu'est-ce qui leur correspond. J'essaye de valider, surtout aussi, je suis là souvent aussi pour valider aux gens, pour les aider à prendre confiance en ce qu'ils font déjà très bien. Mais clairement, faut savoir doser. Et donc, il faudrait pouvoir, pour simplifier la chose, je ne suis pas le seul à préconiser ce que je suis sur le point de dire, et à juste titre, tous les autres confrères qui le disent, ne serait-ce que ce qu'on aurait envie de dire traduire aux amateurs, pour les 2 ou 3 sand wedge et pitching wedge que vous avez dans votre sac. La plupart des gens, aujourd'hui, depuis l'existence des fameux gap wedge, qui veut dire wedge qui réduit l'écart entre pitching wedge à 45 degrés de nos jours et le sand wedge typique à 56 degrés. Donc, tu as quelque chose d'intermédiaire à 50-50 degrés. Bon, bref. Même pour les gens qui n'ont pas de lober, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui ont 58 ou 60, ne serait-ce qu'avec 3 wedges, de connaître dans son rythme évidemment naturel, parce que c'est une autre phase et que je veux faire travailler les gens, de connaître son rythme naturel. 3 distances. Je pense que tout le monde est capable de jauger à peu près, de sentir un quart d'amplitude, une demi-amplitude et une 3/4 d'amplitude, quelle qu'elle soit. C'est juste la vérité pour cette personne-là. Que ça soit plutôt là ou plutôt là, qu'importe. C'est de ressentir les différences. Eh bien, et de faire l'expérience, à un moment donné, oui, il faut aller se mettre sur un coin des infrastructures golfiques qui vont nous permettre, avec sa balle de jeu, pas des balles de practice, avec sa balle de jeu, se mettre à une telle distance où on va pouvoir constater où pitch la balle, la portée de balle, de pouvoir en faire la moyenne sur une dizaine de balles, et de se mettre sa petite fiche personnelle, ou de l'enregistrer dans sa conscience. Voilà, avec mon sand wedge de base, je fais telle distance pour demi, moitié et 3/4 amplitude. Pareillement avec mon lober ou mon sand wedge le plus ouvert, et pareillement avec mon pitching wedge, par exemple, entre autres. D'accord ? Il est possible que certaines distances se regroupent, s'entrecroisent,
Et ça n'est pas une mauvaise chose, parce que ça peut être utile pour diverses raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, c'est tout à chacun pour répondre à la question comment être efficace à 60-80 mètres et moins. Quoi qu'on en dise, déjà, cette phase-là du wedging est à peaufiner, est à soigner et à développer, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, c'est parfait, c'est très clair. On varie les amplitudes déjà et on change les clubs, ça fait déjà pas mal de distance et on prend des notes surtout, parce que comme les distances se recoupent, on enregistre. On enregistre. Ça permet de me dire, chers amis amateurs, trop d'entre vous avez aussi pour l'étalonnage de votre club prêté trop attention à là où finit la balle. Ce qui est le primordial, j'avais le bonheur à l'enseigner à un stage à Marrakech en début d'année. Ce qui est primordial, et j'avais affaire à des dames qui sont de niveau humble, on va dire. Ok, je sensibilisais sur le fait que c'est primordial pour tout à chacun d'avoir conscience de ces portées, des distances moyennes avec tel club de portée de balle. Okay, en plus, une fois qu'on a ça, il y a un truc qui est sympa, c'est que on sait que l'hiver, quand il fait 5 degrés, on perd un club. Quand c'est l'été plein cagnard, l'été à 30 degrés, on gagne un club. Et la norme, jugeons-la en moyenne à 20 degrés toute la journée. Voilà, et je leur disais, comme ça, vous pouvez aller, vous pouvez voyager. Alors, c'est ce que fait un golfeur professionnel. Et j'entends le golfeur amateur qui, de temps en temps, va changer de parcours, se faire un petit plaisir de voyage, arriver dans l'expérience d'un total environnement complètement différent. Grâce au fait qu'il connaît ses portées de balle, ça roule ou ça roule pas, cet endroit-là, ce jour-là, cette semaine-là, il peut gérer. Voilà. Didier te pose la question suivante, et là, ça va être une double question. Et puis après, il en restera quelques-unes. Donc, on va essayer de pas passer trop de temps sur une question. Ouais, je vais essayer d'être plus concis, Michel. Non, mais c'est que du bonheur. Mais après, il y a aussi un temps d'attention. Et en ce moment, le temps d'attention est très élevé sur nos programmes, puisque les gens peuvent tenir plus de 2 heures en ligne. Mais 3, je n'ai jamais tenté l'expérience. Alors, Didier Mofras te pose la question suivante. Comment vois-tu le golf en général en France? Quel est ton public? Donc ça, c'est la question de Didier. Et je rajoute, parce que je sais que c'est quelque chose que tu fais depuis récemment, tu fais des cours en ligne, et surtout en cette période-là. Mais je sais surtout que, voilà, on peut t'avoir maintenant, ton public peut t'avoir, en fait, dans la réalité, bien sûr, en venant dans les 2 endroits que tu vas nous repréciser. Ça, ce sera toi qui les diras. Mais ils peuvent aussi t'avoir maintenant en ligne. Ils peuvent t'avoir de manière virtuelle. Alors, la première question, donc, c'est ça. Comment vois-tu le golf en général? Et après, tu bifurques sur ton public. Je te laisse gérer. Le golf français de façon positive, je le vois de façon très positive. Pour ce qui concerne, alors là, on est tous sur le développement du golf en France, clairement, gros coup de ralenti, de difficulté de par malheureusement cette pandémie Covid-19, ainsi de suite. Donc vraiment, du fond du cœur, bon courage à tous les acteurs du golf français pour la reprise économique. Et puis nous, golfeurs passionnés, je fais presque un appel, soutenons. Et dès que cela sera possible et légal et pataquès, eh bien, repartons consommer du golf et jouer sur les golfs, parce que c'est aussi crucial. C'est une façon aussi de soutenir et de s'assurer que, peut-être, j'ose espérer, aucun golf va fermer en France, ainsi de suite. Bon. Voilà, sur notre élite nationale qui tire nos jeunes vers le haut, voilà, je trouve que malgré l'impatience qui est compréhensive, naturelle du public en règle générale, pour ceux qui suivent l'élite nationale, qui voudraient que voilà, il y ait plus de Français dans le top 100, dans le top 50 mondial, qu'il y ait plus de... Bon, j'ai tout simplement à dire, chacun fait ce qu'il peut du mieux possible selon ses motivations, ses aptitudes, son investissement. Et ce que je pense, je vois ce qui est déjà pas mal, ce qui a été accompli par diverses générations, par Jean Van de Velde qui était le premier à gagner, Romain Masters 94, je ne sais plus quand, bon, bref, et tous les accomplissements de tous nos élites depuis.
Voilà, on continue à donner la, je ne sais pas si ça existe, l'expression donner la dragée haute, en tout cas au monde effectivement anglo-saxon, qui a clairement beaucoup plus, depuis la nuit des temps, la culture du golf. Donc je pense que clairement on peut être fier de nos élites professionnelles et amateurs, et filles aussi, qu'il ne faut pas oublier, et effectivement d'autant plus, alors certes, toute cette génération qui profite du système américain universitaire, parce que voilà, c'est ce dont j'ai eu le grand bonheur de profiter aussi. Donc ça, je suis plutôt convaincu que dans les années à venir, il y aura de plus en plus des joueurs français dans les majeurs et au niveau mondial. Le dernier, Victor Pérez, extraordinaire, son éclatement, je dirais, au plus haut niveau récemment. Voilà. Voilà pour ce qui est, je dirais. Et je voudrais dire un truc super important qui fait un petit peu le lien avec, que je vois depuis 20 ans, c'est que je trouve qu'il y avait une petite tendance, je ne sais pas si elle est culturelle, française, à plutôt voir grande admiration ce qui se passait à l'extérieur. Alors peut-être parce qu'effectivement, nous, pas de culture golfique anglo-saxonne, donc on allait chercher. Bon. Mais depuis le temps, et par exemple, tu as interviewé Patrice Amadieu, Alain Alberti, et puis, voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a grandement, beaucoup d'acteurs, notamment de professeurs de golf très compétents en France, que ce soit pour le golfeur lambda ou vers le haut niveau. Je pense qu'on peut en être très fier. Je trouve que dans l'histoire du sport français, on peut constater qu'il y a dans d'autres domaines toujours eu, voilà, parfois, peut-être c'est des exceptions, mais des champions français qui sont hissés au plus haut niveau mondial. Nous en avons déjà eu, ce n'est pas consistant, ça va le devenir. Donc, soyons fiers. Et clairement, je pense qu'il y a, allez, en dehors du système universitaire qui existe aux États-Unis, qui n'existe pas en France, pour ce qui est de l'opportunité de faire des études universitaires et le golf de haut niveau en même temps, c'est quand même, il faut le reconnaître, assez limité en France post-bac. Bravo à l'initiative Golf Sup à la Bolle, notamment de notre ami Patrice Barquez, entre autres, avec ses partenaires. Il en faudrait plus. Mais il y a aussi, bien sûr, tous les efforts fédéraux, de la fédération, les pôles. Donc voilà, mon bilan, grosso modo, plutôt positif sur le golf français. Christian, c'est qui ton public? C'est qui ton public? Alors, j'ai envie de te dire, et sans langue de bois, vraiment en toute honnêteté, tout public. C'est-à-dire que oui, j'aurais pu surfer sur le haut niveau, j'aurais pu, à la fin de ma carrière de joueur du circuit, j'aurais pu être coach sur le circuit, mais à ce moment-là de ma vie, j'en avais plus envie d'être tout le temps en voyage du circuit. Donc, j'ai apprécié les opportunités qui m'ont été données une fois que j'ai eu transmis que je voulais transmettre, que je voulais vivre de ma passion du golf autrement. Et donc, l'opportunité qui m'a été donnée, j'en remercie encore tout comme toi, de Golf Plus à commenter. L'opportunité qui m'a été donnée par le Golf de Saint-Cloud, par la fédération aussi, de faire des interventions auprès des équipes de France. Le Golf de Saint-Cloud de venir non seulement coacher l'équipe première de Gounouillou, mais en plus d'avoir une place, un poste, pour exprimer cette envie d'aider les golfeurs. Et de ce fait, tu l'auras compris dès le départ, des golfeurs de tout niveau, parce que quelque part, j'ai envie de dire, et ça c'est majeur, c'est normal, je reçois souvent par la page contact de mon site internet, renseignez-vous à un joueur humble comme moi de 37 d'index. Oui, bien sûr, parce que il n'y a pas de raison à ce que j'ai pu par expérience et connaissance et enrichissement voilà, limiter cela, et je ne me sens pas capable de refuser de l'aide. Bon. Et surtout, dernier point, c'est que, à la rigueur, j'avoue que je n'ai pas un public débutant et que je ne cherche pas à en avoir. D'accord? Mais j'ai envie de dire, si quelqu'un, je veux dire, vient me voir, c'est-à-dire que bien sûr, les débutants, j'ai envie de dire, il y a amplement des opportunités de stages de débutants en France par nos confrères partout en France. Bon, donc déjà, c'est super. Mais
c'est pas parce que quelqu'un est relativement débutant encore à 45 ans que je vais dire non, 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 moi je suis du haut niveau, vous comprenez, allez voir un tel pour acquérir les bases. Non, moi j'ai à cœur, puisque j'ai ma conviction et l'envie de ce que cette personne, si possible, ne passe pas par une étape galère à faire des grades, des tops et pas réussir notamment le petit jeu. Donc ça a d'autant plus du sens à pouvoir instruire, transmettre, mettre quelqu'un sur la bonne voie biomécanique dès le départ. Voilà. Est-ce que maintenant tu développes le coaching en ligne, si je peux m'exprimer ainsi? Oui. Tu peux nous en parler? 3 minutes. Oui, parce que depuis que j'ai arrêté le circuit, ça fait 7 ans maintenant que j'ai plaisir à coacher, ainsi de suite, j'ai toujours fait, enfin toujours par épisode, des vidéos, voilà, quelque part certainement, hein, j'avoue, qui était le plaisir de transmettre et à la fois qui me servait de vitrine et en même temps de transmettre. Donc je remercie encore Golf Plus de les avoir diffusés pour, je l'espère, la satisfaction. Je remercie les gens qui m'en ont fait le témoignage de personne à personne, hein, d'appréciation. Alors là, en confinement, zut alors, bon, tout d'un coup, bon. Alors hop, vidéo de se faire sur ma chaîne YouTube pour mon site internet, en dire tiens, clairement, on va être tous confinés, voici des. Je suis bien conscient qu'on a été, c'est formidable, nombreux à le faire. Et puis je me suis dit, c'est vrai qu'en vue tout simplement avec l'expérience et la suggestion de ma sœur, qui dit, moi je prends mes cours de yoga, je continue avec ma prof, elle a commencé à faire avec l'application Zoom, tac, 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 tout ça. J'en ai fait l'expérience, j'ai pris le cours de yoga avec ma sœur en même temps, alors que c'était de Californie, hein, parce qu'elle habite Santa Barbara. J'ai bien sûr en même temps regardé tout ce qui se passait sur les facettes technologiques de la chose, et je me suis dit, je suis là, avec tout mon matos, à donner des conseils en vidéo, et si ça se trouve, ceci pourrait être personnalisé pour la demande de quelqu'un. Et en plus, entre-temps, depuis, il y a eu la nouvelle qu'on est confiné encore pour un bon petit bout de temps. Donc voilà, ça a du sens pour moi de pouvoir avoir la joie de continuer mon métier. Alors bien évidemment, bien moindre parce que c'est un début, mais je voudrais voilà, de façon, je dirais, le plus honnête possible et humble, qui, à mon sens, les expériences que j'ai eues cette semaine dernière, que ça soit en analyse vidéo, donc là, à distance, il n'y a pas d'interactivité, parce que les gens peuvent m'envoyer leur swing, et je vais me filmer moi avec une suggestion d'exercice. Bon. Mais il y a aussi le cours interactif où on va prendre rendez-vous, et on va être une demi-heure ou une heure ensemble, comme ici à l'instant, et puis moi, avec les technologies d'aujourd'hui, certainement, hein, j'avoue que je ne peux pas toucher la personne et à un moment donné leur faire manipuler. Mais avec les moyens du bord, qu'ils auront eux à la maison, que je peux suggérer moi, et des balles de tennis, de ping-pong, de machin, si toutefois ils ne peuvent pas faire des grands swings avec une vraie balle, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, si ça limite, si toutefois la demande se limitait au petit jeu, ça pourrait se faire avec une vraie balle éventuellement aussi, il est vraiment possible, en tout cas pour moi, d'aider ces personnes-là dans leur golf. Donc, voilà, c'est se mettre un peu à la page, quoi. J'essaie de me mettre un peu à la page de notre époque où on est de plus en plus nourri et je dirais la tâche est facilitée, comme là, cet instant de passion, de partage du golf grâce aux technologies. Donc, c'est top, quoi. Heureusement que effectivement les technologies et les réseaux sont là. Des réseaux qui sont souvent très très critiqués, mais bien content qu'on les ait eus en cette période. Donc il y avait simplement une déduction qui était une question, mais qu'on peut déduire, c'est qu'on a bien compris, comme le relevait Sébastien dans sa question, donc, que la première partie de ta vie t'a aidé pour la seconde. C'est juste, c'est même pas une question, c'est une constatation. Alors, il reste 4 questions. Et il te reste 4 minutes. Oh, mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Go, 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 go. Tu as plus que tes 4 minutes, ça va. Mais pas 40 minutes. Alors, dans le vent, le mental doit redoubler d'efforts. Comment on fait? Jack Nicklaus disait que dans le vent, enfin il le dit toujours, le vent c'est ce qui différencie l'homme de l'enfant. Dans l'aviation, c'est un peu pareil. Hein. C'est dans les turbulences qu'on voit le pilote. Hein.
ou le marin dans la tempête. Ouais. Donc la question, Michel, tu démarres un parcours sur un links. Bon, il y a quasiment tout le temps du vent, mais admettons qu'il n'y en ait pas, tout va bien. Le lendemain, tu arrives et boum, ça y est, il est là le vent. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de plus que d'habitude? Alors, je veux te répondre concis, puisqu'on va faire, et c'est vrai, rapide, concis. Il y a des notions. C'est d'abord, au préalable, avant même que l'événement arrive, le challenge arrive, ça se travaille au practice. Il faut acquérir, effectivement, la capacité à taper des trajectoires plus perçantes, plus basses, pour manœuvrer dans le vent. Plus la balle est à l'emprise du vent, plus c'est hors de contrôle. Okay. Donc, ça, c'est une première chose. Avoir son professeur et travailler là-dessus. Bon. Après, stratégiquement, clairement, grosso modo, tu as deux façons de gérer. Soit tu utilises le vent par rapport à une situation à ton avantage. Enfin, c'est toujours à ton avantage, pardon. Soit tu utilises le vent pour arriver à l'objectif, soit tu contres le vent. Ça veut dire quoi? Si tu vas contrer le vent, de toute façon, c'est que tu sais faire des effets. Donc déjà, c'est se connaître soi, son jeu, où est techniquement mon jeu. Bon, ça n'empêche que quelqu'un qui est un slicer ou qui joue constamment de gauche à droite, il sera peut-être pas très à l'aise et ne saura pas faire un draw à la commande comme ça. Mais quoi qu'il en soit, toute situation de vent droite-gauche, elle sera en mesure de contrer le vent à un moment donné. Évidemment, si elle ne sait pas faire du tout un draw, ben dans l'effet de vent inverse, elle ne pourra pas contrer le vent. Mais là, intelligemment, il faudra qu'elle utilise le vent, etc. Donc voilà, après, c'est ce qui rajoute, je dirais, du piment et de l'intérêt à la stratégie de jeu sur un parcours. Et ce qui rajoute le jeu dans le jeu, quoi. Ces éléments qu'on doit dompter, essayer de dompter. Voilà. Il y a quand même personne ne peut rien faire, Michel, contre une rafale de vent. Cet aspect-là aléatoire de la nature, on fait un sport extraordinaire qui nous met dans un environnement naturel super bien, effectivement, manicuré par nos formidables équipes de greenkeepers. Mais enfin, quand même. Donc voilà, il y a tout un tas d'effets impondérables, les rebonds, le type d'air, le machin, le vent. Voilà, alors, on fera mieux pour maîtriser. Juste une chose, c'est que par rapport au vent, il y a aussi une difficulté des perceptions visuelles. Pourquoi? Parce que je prends par exemple une cible à 100 mètres où on irait avec un pitch and wedge. Voilà. Si tu as déterminé à l'entraînement que dans le vent, tu allais prendre un fer 8 en balle basse ou en balle un peu punchée, lorsque tu arrives en situation, donc là, pas de problème. Hein. Moi, j'ai vu des champions du monde de practice faire ça et rigoler. Et le lendemain à la compétition, ne plus appliquer ce qu'ils ont vu parce que la perception visuelle reste 100 mètres et se dire, bon, ben, c'est encore le 8, on a tendance à dire, ah, mais je ne l'ai pas assez fait, je reprends le pitch. Il faut après y croire dans cet aléatoire, dans ce vent. Croire dans un phénomène de vent, alors que visuellement, ça ne change pas par rapport à d'habitude, c'est quand même pas simple. C'est le phénomène, ça vient avec, d'abord et d'une, se donner l'opportunité d'expérimenter l'expérience. Ça donne, tiens, trials and tribulations. Les essais, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais... Les essais et les erreurs, oui. Voilà, les essais et les erreurs. Il faut s'exposer. Je dirais, enfin, qu'importe l'âge, mais en tout cas particulièrement un jeune qui aspire à monter à un haut niveau, il faut qu'il ait à un moment donné la rigueur. Et j'espère pour lui qu'il n'ait même pas besoin de rigueur, que ce soit une motivation intrinsèque à lui, qui, oh, tempête de vent aujourd'hui, punaise, formidable, j'y vais, plutôt que de dire, oh, il flotte, c'est là, voilà, bon, je reste tranquille à la maison aujourd'hui, parce que là, franchement, non, nous, professionnellement, par exemple, on a été exposés à des conditions extrêmes de 2-3 clubs de vent, jusqu'à ce qu'éventuellement la sirène tente pour arrêter le jeu, parce que la balle bouge sur les greens, c'est injouable. C'est extraordinaire. De taper un fer 7 qu'à 100 mètres, c'est juste jouissif en sensation dans le vent avec voilà, toutes ces sensations-là, bon, ben, il faut se les procurer, il faut se donner l'opportunité. Donc voilà, donc avant, comme tu dis, d'être à l'aise et de ne pas faire d'oser ce coup. Bon, ben, c'est à force de pratiquer, c'est effectivement de se faire confiance et à un moment donné, peut-être même si c'est en compétition du club un dimanche et qu'on ne l'a jamais fait, à partir du moment où on s'est quand même, comme tu dis, là, bien réussi au practice,
bon, faut avoir le cran et la lucidité de l'essayer. Le cran surtout, sur le parcours. Alors, un autre phénomène qui est vraiment pas agréable, surtout quand il s'aggrave, c'est la pluie. La pluie, c'est une grande question d'organisation, de toute manière. Ouais. Mais il faut toujours maintenir son grip sec, tout ça, c'est pas facile. C'est des journées qui sont pas évidentes, la pluie. Puis la balle, elle peut fuser sur les greens. Exact. Quand ça t'arrive sur un tournoi, est-ce que tu te dis, oh là là, aujourd'hui, ça va être encore une journée difficile? Alors, encore une fois, de façon un petit peu, comme j'ai dit, plutôt fataliste, quand tous les cas, ta passion, c'est la compétition, et donc de se faire intrinsèquement à la compétition, c'est s'accoutumer et s'adapter aux conditions météorologiques du jour d'un qui sont imprévisibles, etc. Ça fait partie du plaisir du challenge. Donc, moi... Mais non, excuse-moi, je veux bien, et... Mais non, okay. mais clairement, je reconnais que c'est difficile. Où est le plaisir de se prendre une douche quand on joue au golf et d'être là, humide, marcher dans la boue, arriver sur un green, à chaque fois s'organiser comme un... On se laisse vite perturber par tout ça, on reste de moins en moins sur le jeu, il y a l'humidité, et puis on a froid. Et où est le plaisir? Ah, pardon, donc clairement, pour la personne, tout est relatif. Pour la personne qui veut juste à peine compter ou faire une promenade dans le parc, entre guillemets, voilà, je respecte tout à fait cette personne-là. Elle va dire, ouh là, moi j'abandonne, je rentre au clubhouse, ou voilà. Maintenant, la personne qui a le plaisir de faire de la compétition, bon, à partir de là, il faut faire face aux éléments. Donc, on va pas les énumérer là, mais toutes les petites tips et idées pour au mieux préserver l'aspect sec des choses. Alors évidemment, professionnellement, on est d'autant plus favorisé par le fait qu'on a un équipier, le caddie professionnel, qui sait bien faire dans ce domaine-là, qui est même d'ailleurs, comme vous pouvez le constater souvent à la télévision, vous l'avez déjà vu comme moi, qui bien volontiers laisse le parapluie au joueur qui part de l'avant, lui emmanche le sac et se prend et accepte de se mouiller lui parce que la priorité, clairement, évidemment, c'est que le joueur reste au sec. Donc oui, c'est tout de suite, finalement, de par la facilité, s'organiser et penser à toutes les... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, depuis avoir quitté mes derniers tournois professionnels, j'ai évidemment joué, quand je coach, par exemple, les juniors, que ce soit à Saint-Cloud ou à Saint-Malo, on a ces fameux chariots où on peut mettre le parapluie, tu sais, dans le... Voilà. Donc, clairement, il y a tout un tas d'organisations comme ça. Bon, voilà, j'arrête là parce que je pourrais parler, mais clairement, il y a un moment donné, trouver les bons vêtements qui nous conviennent. Moi, j'ai de formidables tenues de pluie Lacoste, qui a étudié, auxquels ils sont super, parce ils prennent le feedback des joueurs. Donc, tous ensemble, on développe la meilleure solution possible, je dirais, face à cette... Mais oui, c'est clairement c'est le moins rigolo, il faut l'admettre. Hein, alors, avant-dernière question. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être membre temporaire dans un club où Bernard Langer et s'entraînait. Enfin, il habitait même. Hein. Et donc, de temps en temps, je le croisais à l'entraînement. Il avait souvent des places à lui. Tous les jours, il allait dans ses places. Et puis un jour, je me suis mis à sa place pour me dire qu'est-ce qui se passe ici. Peut-être qu'il y a des petits génies du golf qui vont m'aider. Et donc, je m'entraîne. Et puis d'un coup, je le vois arriver. Ah, alors je lui dis, monsieur Langer, vous voulez votre place? Il me dit, oui, c'est gentil, il n'y a pas de problème. Puis il a la gentillesse de me dire, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Alors je discute. C'est l'époque où il passait tous les cuts de la terre possible. Et je lui dis, mais monsieur Langer, juste une chose. Comment vous faites pour les passer tous là? Parce que je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Je dis, oh, mais d'accord, très bien. Si la réponse est aussi simple. Et puis, je le regardais s'entraîner. Et puis, il ne faisait pas 1 million de situations. Il faisait par jour 3-4 endroits sur la zone d'entraînement. Il allait un bunker et puis il passait du temps sur une même sortie. Après, il allait sur une approche.
Et il passait du temps sur une approche. Il se faisait filmer sur une approche. Après, il partait au practice. Il jouait que 2-3 clubs. Pas plus. Après, il allait sur le putting, il faisait qu'une seule distance au putting. Et après, il rentrait chez lui en faisant 2-3 trous. La question que je te pose, c'est, voilà, dans l'entraînement, est-ce que c'est une bonne idée de faire, bon, lui, s'il le fait, c'est que c'est une bonne idée pour lui, mais est-ce que c'est une bonne idée de faire finalement pas beaucoup de coups, mais longtemps, une sorte de rendement sur des situations, ou est-ce que on se met au practice et on fait au contraire on fait tout le sac en revue? Alors, ça m'a évoqué ton anecdote. D'abord, Bernard Langer, formidable personne. Ça ne m'étonne pas, hein, ton histoire, son humilité. Et je le relevais quand même parce que phénoménal ce qu'il accomplit dans sa vie. Et encore aujourd'hui, moi qui passais senior, là, rookie senior, il ressent un petit peu comment j'ai plus 20 ans. Lui, comment il s'est maintenu de façon athlétique, stratégiquement, bref, avec ses atouts. Parce que lui aussi, dans sa vie, il n'a pas été un des plus grands longs joueurs, par contre, mais il reste super compétitif sur le Champions Tour aux États-Unis. Qualité, pas quantité, avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la répétition, parce que moi aussi, je veux dire, je suis comme toi, comme moi, je tends l'oreille partout, j'adore apprendre. J'ai entendu Tiger, que j'ai eu la chance de connaître, de par Stanford, comme tu sais, même avant, à un moment donné, dans ces phases où tu sais, changer d'entraîneur, parce que voilà, sa motivation était de changer de swing, entre guillemets, hein, Ouais. mais d'évoluer, faire évoluer son swing avec tel coach. Et j'ai entendu, oh yeah, I'm not ready. Je vais traduire, je ne vais pas parler longtemps anglais, vous inquiétez pas. I need my reps. I need to do my reps. Et je dis, punaise, c'est quand même le meilleur joueur de l'histoire, ou pas, avec Niklos, etc. On ne va pas faire le débat. Plus titré du monde, qui te dit, tu connais le concept quantité, qualité, pas quantité, mais lui quand même, le tout meilleur au monde, qui dit, punaise, j'ai intérêt à faire ma quantité quand même. I need to do my reps, my reps, my reps. Donc voilà, ça veut dire qu'au final, il n'y a pas clairement une solution. Moi, ce qu'il faut dire, c'est la logique. Hein, clairement, ce n'est pas moi qui l'invente, l'intelligence. Je veux dire, il vaut mieux, pour répondre à ta question, je dirais faire 10 coups de wedge en étant totalement impliqué sur chaque wedge, notamment en incluant ta préparation au coup, que 30 mitraillette. Coups de wedge, mais genre, tu sais, mitraillette, là, comme j'aime bien dire. La mitraillette, blablabla. Et puis, avec le téléphone portable, allô, ah, salut. Bon. Donc, ceci étant dit, je suis conscient qu'au niveau, je dirais, biomécanique, peut-être neuromusculaire, il faille un minimum de répétition pour que la fameuse mémoire musculaire engendre certains automatismes souhaités. Donc, les deux se complètent, tu vois. C'est pour ça, pour revenir brièvement à l'allusion à l'alignement, dont tu as l'anecdote de l'alignement tout à l'heure, je le disais il n'y a pas plus loin que 2 jours à mon propre fils, qui était mal aligné, sans s'en rendre compte au fur et à mesure, et qui, je le constatais, manquait de rigueur. J'ai dit, OK, éventuellement, tu ne veux pas mettre la baguette au sol, pas de problème. Parce il y a un moment donné, effectivement, il faut habituer, même dans son entraînement, à pas toujours avoir la baguette. Parce que quand tu vas sur le parcours, tu n'as plus la baguette. Bon. Donc, ça veut dire, Damien, soit tu mets la baguette, et du coup, tu as une phase d'attention en moins, parce que tu as le repère au sol, donc tu n'as pas l'exigence de la rigueur de devoir bien t'aligner, prendre ton repère devant, etc. Ça, c'est fait grâce à la baguette repère au sol. Et du coup, tu peux être en répétitivité ou en pleine attention à autre chose plus rapidement. Par contre, Damien, si tu ne mets pas la baguette, ce qui est parfois une bonne chose aussi, parce qu'il faut s'entraîner à la routine qu'on va mettre en place sur le parcours pendant nos phases d'entraînement, eh bien, sois super rigoureux au point de repère visuel qui va t'aider dans ton alignement. Et je lui dis comme ça, et je lui dis, tu vois, 60, 80 cm de ce que tu peux arriver à trouver là devant toi. De ça. Il me dit, ouais, papa, non, moi c'est 2 mètres. Pas de problème, c'est 2 mètres. C'est toi, tu perçois visuellement, il te faut ce repère un peu plus loin. Tu trouves ça plus précis pour toi. Magnifique, très bien. Dans certaines
conseils, consignes, il y a toujours cette part de liberté pour que l'élève, l'amateur puisse l'approprier à soi. Par contre, ce que je lui ai réveillé, je l'ai dit, rappelé, pardon, c'est que ce fameux point de visée-là, moi je m'en suis rendu compte à mes dépens. Figurez-vous que à peine dans votre repère de la brindille là, en question, eh ben, juste 1 centimètre, au loin là-bas, 150 mètres ou 200 mètres, ça peut faire 5-10 mètres de différence. C'est clair. Donc, malheureusement, c'est pour ça que je dis oui, le golf à l'instinct, le golf naturel, à un moment donné, on a tellement travaillé qu'on peut dérouler, c'est magnifique. Mais il y a certaines choses, si on veut aller dans la plus grande compétence possible, le plus haut niveau possible, il y a des choses d'ordre de rigueur, de petits détails qui sont importants à respecter. Christian, les dernières questions, et je te laisse clôturer, mais attention, là on a vraiment 5 minutes, on ne pourra pas dépasser. Ouais. S'il te plaît, les joueurs dans ta vie avec lesquels tu as pris le plus de plaisir à jouer sur le circuit, histoire de nous faire rêver et qu'on puisse accrocher avec des bonnes pensées. Pour faire rêver, parce que moi-même aussi, ça m'a fait rêver, je comprends bien le sens de la question, parce que personnellement, voilà, tu me connais, voilà, quelqu'un d'assez d'ouvert, conscient qu'à un moment, c'est normal qu'un champion, c'est-à-dire mon compétiteur, puisse être dans sa bulle et certains comportements égoïstes que je peux comprendre. Peut-être moi-même, à mes dépens, j'ai pu avoir ce type de comportement qui était interprété par d'autres, pas favorablement en ma personne, mais je comprends. Maintenant, j'ai eu la formidable opportunité assez jeune, donc quand il avait 14 ans, de jouer avec Tiger Woods et puis de rejouer à 16 ans, à 18 ans et tout ça. Bon, j'ai jamais joué dans un tour de compétition, même avec lui, mais j'ai eu la joie de faire 2 tours d'entraînement au Scottish Open avant qu'il aille disputer en tant qu'amateur le British. Voilà, j'ai adoré jouer avec, évidemment, avoir eu l'opportunité de jouer avec Seve Ballesteros en compétition au British Masters. Tu l'as mentionné, une personne, j'ai des excellents souvenirs avec, voilà, on aura tendance bien sûr à mentionner des gens connus qui nous ont non seulement touchés par leur efficacité, leur caractéristique de champion, mais aussi par leur, je dirais, valeur humaine, quoi. Hein, voilà. Donc, Bernard Langer, Sam Torrance, peut-être moins connu pour nos jeunes d'aujourd'hui, voilà. Et je vais en oublier, mais je veux dire, il y a plein de personnes comme ça. Graham McDowell, qui a été d'ailleurs le formidable équipier de Victor Dubuisson à la Ryder Cup, des personnes comme ça qui m'ont, à un moment donné, particulièrement voilà, touché par beaucoup aussi, justement, cet esprit qu'on apprécie tous. Hein, je ne suis pas le seul, je pense. On apprécie tous les golfeurs, à contrario d'égocentriques ou d'avoir la grosse tête et tout, des personnes qui te font sentir qu'ils sont tout à fait abordables et prêts à l'échange. Et même le petit mot gentil dans la partie, voilà, pour soit t'encourager, soit te féliciter. Voilà. Bah écoute, tu nous as fait rêver, on a passé un bout de temps vraiment avec toi qui était formidable. Tu nous as fait partager aussi tes coulisses, ce qu'on a rarement le temps de faire. Évidemment, on sent bien qu'on pourrait continuer avec beaucoup d'anecdotes de joueurs. C'est ce qui nous fait vraiment le plus rêver, le plus plaisir. Je voulais te remercier donc à titre personnel déjà pour d'abord, tu as toujours envers moi eu une grande ouverture, une grande amitié, une grande générosité. Tu ne juges pas, tu as toujours été très respectueux. Je voulais te remercier pour ça, pour la fidélité de ton amitié. Et je voulais te remercier aussi au nom de justement toute notre audience qui aura vraiment apprécié aussi tes partages ce soir. Donc, en tout cas, vraiment merci. Un grand respect vraiment de toute la communauté du golf vers toi parce que bah, merci beaucoup. Merci. Bravo, parce que tu ne pouvais pas m'entendre quand j'avais le micro à Canal+. Mais là, tu peux m'entendre. Ouais. Et voilà, est-ce que tu as dit le mot de la fin, 1 minute, et après, j'appuie sur le bouton, et puis on reviendra vers toi si on a besoin de reprendre un peu du moral pour le golf. Bien sûr, voilà. Bah, écoutez, d'abord, merci beaucoup, Michel, pour tout ce que tu dis, ça me touche beaucoup. Je pense que ce qu'on apprécie tous dans le golf, c'est aussi voilà,
de partager, le partage, cette relation humaine qu'on a, tous ces moments qu'on apprécie partager sur les différents parcours, quel que soit son niveau, quel que soit le contexte. Et dans cette période notamment difficile, eh bien oui, prenons tous notre mal en patience. Nous nourrissons mutuellement tous de soutien, de vidéos aussi, des choses. Bravo à tous les jongleurs extraordinaires, tous les trick shots qui passent sur la toile, c'est génial. Et vive le golf, vive la passion, vive la transmission. Et puis, ben voilà, à bientôt pour ma part. Alors, pour tous ceux vignerons qui le souhaitent, c'est une invitation ouverte, bien sûr. Mais si à un moment donné, moi, je suis très intervenant. Hein. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, même des joueurs de niveau, avec leur coach, avec mes confrères. Hein. Donc, c'est un plaisir, c'est voilà, d'avoir ce partage non seulement avec l'élève, mais éventuellement même d'ailleurs avec le pro aussi. Et puis, ben, dès que cela sera possible, ben, j'espère, un de ces quatre, entamer un petit plaisir personnel que je vais avoir de rechausser les crampons et de me mesurer de nouveau à la compétition de haut niveau sur le circuit senior européen Stage Short Tour. Donc, je vous dis indirectement à travers ça aussi, à tout bientôt. Et donc, on peut te trouver à Saint-Cloud et à Saint-Malo. Saint-Malo Golf Resort. Ou à Saint-Cloud, on peut venir, même si c'est fermé, on peut venir prendre un tour avec toi. Absolument, c'est vrai. On prend contact par mon site internet et rapidement je viens vers vous, vers les gens pour convenir d'un rendez-vous. Voilà. Christian Sauveur, un de nos plus grands champions français. Voilà, c'est comme ça. Un immense merci, un grand cœur. C'était le top avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, c'est adorable. Merci à tous. Bon golf chez vous.